Voilà, l'enregistrement est démarré. Donc bonsoir à tous et bonsoir Philippe, Philippe Gendroc. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vouloir et de bien vouloir faire cette conférence avec nous. Donc le titre annoncé pour cette conférence, donc c'était le Big Pharma, les maladies, un pur produit de Big Pharma. Donc vous allez nous parler justement donc de cette malheureusement de cette mécanique subtile qui fait que aujourd'hui les lobbies pharmaceutiques et les lobbies de la santé en général malheureusement ne sont pas là pour veiller à notre santé comme beaucoup de gens le pensent, mais plutôt pour faire de l'argent, dégager beaucoup de profits et peut-être même pire encore. Donc vous nous direz, nous allons découvrir. Donc bienvenue à vous. Je vous présente, enfin les co-animateurs, je vous propose de vous présenter rapidement. André, Rosie. Oui, bonsoir. Je fais partie du groupe Vittoria Luminus depuis quelque temps. Je suis avec passion, oui, toutes les actualités qui disent, qui nous parlent de la santé, qui nous parlent de tout ce qui se passe énergétiquement, voilà. Et je cherche, je suis dans la recherche de la communication dans tout ce qui concerne toutes les compétences qu'on peut s'apporter les uns les autres en vue un possible événement qui change la réalité, l'apparence de la réalité, et à se soutenir aussi voilà, dans tous les sujets qu'on a traités dernièrement. Merci beaucoup, Rosie. André, deux mots? Merci à tous. Oui, André, je suis l'administrateur de PFS Normandie. Moi, je cherche la lumière, comme nous tous ici, je pense. Donc, c'est à peu près tout. Donc, j'ai essayé de monter un groupe sur la Normandie et puis on a pas mal quand même de réussite. Voilà. Alors, tu voulais dire PFC. Donc, PFC, ça veut dire pour nos auditeurs PFC. Prepare for Change. Voilà. C'est une mouvance mondiale, en fait, voilà, de personnes éveillées qui, justement, préparent le grand changement, la grande transition, puisque on a quand même une vision assez positive et on pense que le monde va se transformer positivement. Je ne me suis pas présenté, excusez-moi, je suis Hervé Gaïa et je gère le site révolutionvibratoire.fr. Philippe, je vous propose de vous présenter rapidement et puis de commencer votre exposé. Allez-y, vous êtes libre et nous avons à peu près 1 heure devant nous et après on passera à la phase questions-réponses. Alors, votre micro est désactivé, Philippe. C'est pas moi. Allez, c'est parti. Alors, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va faire le petit gong pour faire plaisir à nos abonnés. Vous me connaissez, je suis un chercheur de vérité, formation universitaire, donc je suis très structuré dans mes recherches. Je ne donne jamais d'informations sans les avoir vérifiées. Et depuis plus de 15 ans, eh bien, je suis passionné de médecine et je m'intéresse à tous les sujets qui concernent ce domaine, ainsi que les domaines de la spiritualité, l'art et tout ce qui concerne l'humanité en règle générale. Voilà pour ma présentation. Je pense que ça suffit. Les gens me connaissent assez pour que j'ai à parler de moi. Je n'ai pas envie vraiment de parler de moi. Parfait. Alors, je vais vous faire une conférence aujourd'hui sur les maladies, un pur produit de Big Pharma qui va englober une quantité de sujets parce qu'on ne peut pas parler de Big Pharma simplement, indépendamment du reste du monde. Il faut comprendre que nous vivons dans une structure qui est extrêmement complexe et qui a été établie depuis de très très longues années. Ça remonte très loin, ça remonte même au temps de la civilisation. Donc, il faut aujourd'hui ouvrir ses yeux et son esprit pour tenter de comprendre la réalité qui nous occupe. Alors, je vais commencer. Alors, les maladies, un pur produit de Big Pharma. N'est-il pas étonnant de constater que cette société qui nous offre progrès et protection s'acharne contre toute attente à nous affaiblir, sinon à nous détruire.
Il n'y a en effet aucune logique à cela dans l'esprit de l'homme de bien qui naît et apprend à faire confiance. Il fait confiance à l'autorité suprême en croyant naïvement qu'il n'y a rien de plus important que la santé, et il a raison de le croire, et de croire que les parents doivent être informés sur les risques de la médecine allopathique, les risques vaccinaux, sans pression ni loi, sans propagande ni agenda. Pourtant, cette autorité suprême qui existe pour apporter protection et bien-être social ne semble pas vouloir informer le citoyen de ses droits, des risques sanitaires encourus à chaque vaccination, qui n'est de loin pas un acte anodin, mais au contraire, il cherche à le contraindre, ce citoyen, par la force de la loi, à lui imposer une action jugée nécessaire, sans la moindre preuve scientifique de son efficacité, contrairement à ce qu'il prétend. Surveiller et punir, disait Michel Foucault dans un de ses livres fameux, pour une société moderne et disciplinée. Alors que faire d'autre que de rendre la vaccination obligatoire pour tester la résistance morale du peuple face à un pouvoir qui n'en a pas? La vaccination devient un enjeu politique avant d'être un enjeu de santé. Il est désormais obligatoire et devient l'expression même du pouvoir et la pression, que dis-je, la répression sociale exercée par celui-ci et les citoyens qui auraient la mauvaise idée de s'y opposer. Ceux-là subiront les sanctions disciplinaires d'une tyrannie sociale qui se prend encore pour une démocratie. Les parents courageux, croyant encore que leur voix a une valeur démocratique, devront payer plus de 30 000 € d'amende et faire 2 ans de prison sans avoir commis le moindre crime, si ce n'est celui de protéger leurs propres enfants contre le cartel pharmaceutique et son valet, l'indigne président Macron, qui attend que l'on exécute le moindre de ses caprices d'enfants immatures. Cette loi busine contre nature s'oppose à toutes les lois édictées précédemment sur les droits humains internationaux. Et il est désormais certain que cette autorité masque sa forfaiture depuis toujours en menant une politique de manipulation et de contrôle mental, en déclarant des guerres de conquête sous de faux prétextes, en détruisant les populations civiles, en les affamant, en laissant les épidémies se répandre à travers les vaccins comme les plaies d'Égypte. À votre santé, parce que ça fait soif. Mais ne perdons pas tout espoir. Ce pouvoir s'affaiblit peu à peu, et depuis l'aube du XXe siècle, où la conscience collective s'éveille enfin, grâce aux médias, ces armes du pouvoir et du contrôle mental, grâce à la presse et aux réseaux sociaux, qui échappent à cet immonde contrôle pour l'instant, ils ont inventé les fake news pour lutter contre la vérité, pour que leurs fake news ne soient pas discutées. Actuellement, la justice américaine met en prison tous les collaborateurs politiques, journalistes et autres malveillants pour avoir lancé une campagne de fake news avec l'aide du Clinton Media contre le président Trump durant la course à l'élection. Campagne de fake news destinée à la lui faire perdre. Le courant, comme la roue, tourne et nous entrons dans une nouvelle ère où la vérité triomphera du mal et des intérêts financiers qui détruisent la vie sur cette planète, plate ou ronde, peu importe, mais qui la détruisent avec acharnement. Depuis, nous savons que nous vivons dans le mensonge, et il nous a été appris que les hommes prenaient trop de place sur la terre, suite à des calculs savants jetés sur une table comme étant une vérité inaliénable absolue, en rapport à d'autres calculs, tous aussi savants, sur les ressources énergétiques et agricoles de notre monde, le tout contrôlé bien sûr par les mêmes qui décident de notre destin et de notre mode de vie. Tout est contrôlé d'une main de maître par ces dirigeants invisibles qui décident ce qu'il faut faire et qui doit vivre, qui doit mourir. Mais est-ce seulement la vérité concrète de ce monde? Lorsque l'on analyse la situation sur la civilisation humaine, nous réalisons que ces maîtres nous ont menti sur tout, et principalement sur notre histoire, en nous forçant à croire à des aberrations historiques et religieuses sur la naissance de l'homme et des civilisations. Ils ont triché, assassiné,
détruit et structurer la société humaine à leur image, en dépit du sens commun et dans le sens contraire de cette nature qui nous complète. Les pénuries alimentaires futures ne seront pas dues à la seule responsabilité des agriculteurs, mais au modèle qui leur est imposé par les lobbies avides de destruction de la vie pour s'enrichir en surface. Mais on ne vit pas de billets de banque si la terre est morte, si les humains sont morts. C'est donc que ceux qui nous dirigent appartiennent à un monde, à une vie qu'ils ne partagent pas avec les humains et le vivant tels qu'ils sont. Si nous jetions un regard neuf sur la société humaine et agricole, celle qui nous nourrit, nous pourrions penser que nous sommes en voie de terraformation, de transformation de la planète pour d'autres que nous. Et pour cela, il est nécessaire que des complices criminels trahissent l'humanité en s'acharnant à l'exterminer par tous les moyens, guerre, santé, alimentation, drogue, etc. Et il faut avouer qu'ils font du bon boulot, entre guillemets, comme le disait l'affreux vampire du gouvernement Hollande à propos des assassins Al-Nosra en Syrie, qui bombardaient les populations civiles avec du gaz toxique en affirmant avec la complicité des médias occidentaux que c'était le président Bachar el-Assad qui en était le responsable. Les mêmes criminels de l'humanité qui sont au service de l'Alliance occidentale pour la destruction et le pillage organisé d'un pays devenu gênant comme la Libye et l'Irak. Cette déclaration ridicule, affirmant que les humains seraient trop nombreux pour que la planète subvienne à leurs besoins, est pour l'homme sensé une totale aberration, mais pas pour le mouton qui se croit lui-même plus indispensable que son voisin et qui accepte qu'une partie de la population mondiale soit éradiquée, soit par la guerre, soit par l'alimentation, soit par la maladie, et sans réaliser que lui aussi a son nom sur la liste, car nul n'échappe à sa propre bêtise. Les hommes sont effectivement trop nombreux si nous continuons à exploiter la planète de la façon qui nous est imposée. Mais il existe d'autres moyens plus efficaces et bien moins destructeurs qui pourraient faire de cette planète ce qu'elle était à l'origine, un paradis pour tous, dans lequel personne ne manquerait jamais de rien. Car le problème vient du manque. Certains ont beaucoup, d'autres moins. Le besoin crée l'envie, et ce désir peut être dévastateur dans l'esprit de personnes simples qui se donnent pour mission de s'accaparer, coûte que coûte, le bien d'autrui. Cela se passe dans toutes les couches sociales et aujourd'hui au cœur même du gouvernement Macron qui organise le pillage de la France et des Français sans la moindre honte. Il a vendu l'aéroport de Toulouse, Alstom, et il continue actuellement à démembrer le pays en l'offrant à des consortiums étrangers. C'est la parfaite trahison d'un complice des banques pour ruiner les Français et détruire toutes les lois du travail en retirant au peuple tous les droits de donner son avis. Nous sommes plongés malgré nous dans une dictature économique et sociale et cet homme qui a été placé au pouvoir par les banques et les laboratoires pharmaceutiques est la parfaite représentation du Iago d'Othello, de Shakespeare bien sûr. Les grands dirigeants ont mis en place toute une structure industrielle pour mener leur plan à exécution, utilisant les ressorts de la démocratie pour forcer les pires abjections dans tous les domaines, à tous les pays et de façon globale. C'est pourquoi il existe des lobbies, des grandes entreprises, des constellations d'organisations qui forment une cohésion invisible et qui convergent toutes vers un même point, le sommet de la pyramide. Ce point, c'est l'âme du projet, le cerveau qui décide tout et de tout pour cette humanité, car si l'humanité pouvait décider pour elle-même, cela se saurait. Ce cerveau, cette âme diabolique, car comment la qualifier autrement, est ingénieusement conçu, structuré en réseau, se dédoublant à volonté pour verrouiller la volonté suprême et la protéger de l'extérieur. Son contrôle global est absolu. Ainsi, l'âme diabolique, fait exécuter par des Macrons de pacotille, le maintien et la destruction du vivant par tous les moyens les plus sournois liés à l'endormissement du cerveau et par les mensonges les plus répandus dans la presse
et dans les paroles putrides des grands dirigeants de la planète comme deux points. Les OGM sont bons pour la santé. Le fluor est bon pour les dents. Les vaccins éradiquent les maladies. Les vaccins ne sont pas dangereux. Les médicaments sont plus efficaces que les molécules naturelles et sans risque. Le mercure et l'aluminium sont inoffensifs. Les pesticides comme le Roundup Ready et le glyphosate ne donnent pas le cancer, etc., etc., etc. Tous ces mensonges énormes, diffusés, répétés et amplifiés par les plus hautes instances politiques, sanitaires, scientifiques et économiques à travers le monde et tous les médias, nous les entendons à longueur d'année. Ils sont là pour nous contraindre, en nous rassurant, alors qu'ils nous effrayent, nous font peur. Ils veulent faire de nous des moutons tremblants devant un grand méchant loup invisible, comme la maladie, le terrorisme et bien sûr la mort. Plus on a peur, mieux c'est pour celui ou ceux qui contrôlent cette société du paraître et de l'illusion, cette société du mensonge. Cet organe central qui décide de tout et que nous ne pourrons jamais atteindre est comme un sanctuaire, un Olympe ou le Valhalla, et il est inaccessible aux simples mortels, inaccessible même à l'élite qui se croit toute puissante parce qu'elle est mise à la commande. Mais elle n'est et ne sera jamais à la commande. Elle ne fait qu'exécuter les ordres les plus abominables pour le vivant, en échange de quoi elle bénéficie davantage que le citoyen lambda n'aura jamais. Pourtant, le pouvoir est toujours illusoire et momentané. Les dirigeants vivent et meurent, mais le pouvoir demeure au sommet de la pyramide. Les véritables décisions que prennent nos politiques se font ailleurs, dans les hautes sphères du contrôle de la planète, au niveau global, un niveau qui dépasse chacun d'entre nous. Je ne saurais expliquer avec précision cette réalité. D'ailleurs, personne ne le peut. Mais il a été décidé de mettre tout en œuvre afin d'éliminer la plus grande partie de la population humaine par tous les moyens depuis que la société apprend à s'éveiller. Au XVIIIe siècle, grâce à la découverte et à l'application de la vaccine ou vaccination par Jenner en Angleterre, on a favorisé l'idée de la science pour entrevoir une autre forme de dépopulation sous un prétexte humaniste. La vaccine, une technique prétendument scientifique qui prétend protéger des virus sans jamais y parvenir, puisque les maladies sont toujours là. Elles sont comme un papier tue-mouche collant à la semelle d'une chaussure et dont on ne peut pas se défaire. Depuis les dernières années, toutes les épidémies de maladies infantiles ont touché des enfants vaccinés pour la plupart. Les gens vaccinés contre la grippe, non seulement la contractent, mais la communiquent. Où se trouve l'efficacité des vaccins, je vous le demande. Les enfants syriens vaccinés actuellement contre la polio la contractent après vaccination, ce qui confirme la contamination de 1200 personnes en 1956 en France, victimes de la poliomyélite, alors que l'on venait de commencer la vaccination. Même chose en Afrique aujourd'hui. Le CDC, le bras armé de cette structure pyramidale du pouvoir global, alors le CDC, c'est le centre de contrôle des maladies aux États-Unis, est très bien informé de ces risques récurrents du vaccin contre la polio. Comme je l'ai déjà expliqué dans mes capsules, nombre de scientifiques internationaux, jusqu'au président Trump, affirment que le vaccin contre la grippe est un hoax médical, une fraude. Bon, j'ai déjà fait des conférences sur la grippe en m'inspirant des travaux de médecins qui prouvent que justement le vaccin contre la grippe non seulement ne sert à rien, mais qu'il est toxique. Or, vient de sortir cette affirmation qui n'a pas été communiquée en France. Il y a moins de 5 jours, le président Trump, c'est la première fois qu'un président s'engage directement sur un vaccin, a déclaré, ouvrez les guillemets, « Il m'a été prouvé à propos des vaccinations massives que les médecins mentent. Sauvons nos enfants et leur futur. » Le président Donald Trump a conseillé aux citoyens d'être vigilants lorsqu'il s'agit de prendre des vaccins contre la grippe, entre guillemets, mortelle, tout en pressant le public américain de les éviter à tout prix. Le président américain affirme qu'il n'a jamais contracté la grippe en raison du fait qu'il n'a jamais été vacciné contre la grippe. Entre guillemets, le président Trump a créé une nouvelle division de la santé. Écoutez bien parce que ça, c'est très important.
et le Bureau des services humains pour les droits civils, dont le seul but d'interdire les vaccinations obligatoires à travers le pays et en assurant les citoyens qu'ils ont le droit de choisir leurs propres services médicaux. C'est la première fois aujourd'hui qu'un président d'un pays occidental déclare que les vaccinations ne seront plus obligatoires. Et qu'est-ce qu'on fait en France? La loi Buzyn. C'est pour vous expliquer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la logique de pensée. Avec l'établissement de la liberté de conscience et la liberté religieuse ce jeudi, Donald Trump a jeté les bases pour démanteler chaque obligation vaccinale à travers le pays. Alors, évidemment, j'ai les liens. Je ne vous dis pas n'importe quoi. Les liens seront dans Pandora 3, parce que la conférence fait 150 pages, et comme je l'ai expliqué à nos amis, nous n'en lirons qu'une partie. Mais toutes les informations sont justes. Vous pouvez les vérifier sur ma page Facebook ou sur la page Facebook de mon ami Louis de Jon d'Ardois. Je continue. Deuxième article très intéressant. La première dame, Melania Trump, a interdit au personnel de la Maison-Blanche de recevoir le vaccin contre la grippe après avoir pris connaissance des effets nocifs sur la santé associés à ce vaccin controversé. Tandis que fait rage le débat public sur la sécurité de la grippe saisonnière, Melania Trump déclare qu'il n'y aura personne à la Maison-Blanche qui mettra en danger son fils avec les maladies déclarées et consécutives à la vaccination de la grippe jugée par les Trump dangereuse, fermez les guillemets. C'est pas Brigitte qui ferait ça, hein. Ces gosses ont tous l'âge de son mari. Pardonnez ma grossièreté, mais que foutent nos putains de journalistes en France? Pourquoi ne transmettent-ils pas ces informations? Ils sont bien les fils complices de la putain de Babylone, la tueuse d'enfants. Alors ça, c'est biblique, hein. Vous n'avez qu'à vous renseigner. On en parlera si on y arrivera, mais je pense pas, mais parce que je l'ai expliqué plus loin. Quel autre président au monde que Trump, que les présidents des gouvernements des pays nordiques, ou les premiers ministres, et le président philippin Rodrigo Duterte, défendent ainsi leur peuple en le mettant en garde contre certains vaccins et surtout pour le président philippin, contre le vaccin contre la dengue qui invalide ou pire les sujets vaccinés aux Philippines. C'est une première. Et ce n'est pas Macron qui protégerait son peuple avec sa loi sur l'obligation vaccinale, alors que celui-ci n'en a jamais pipé mot lors de sa campagne présidentielle, ce qui prouve que nous sommes gouvernés par un mythomane et un manipulateur pathologique qui ne fait pas plus la différence entre son mensonge et sa vérité, et qui est au service des laboratoires pharmaceutiques et des banques plutôt qu'au service de son peuple, les Français, dont nous faisons tous partie. Le fils putatif de la banque Rothschild continue à faire du business au lieu de servir la France grâce à son incroyable don de manipulation de masse. Et c'est justement pour ce don qu'il avait été choisi et qu'il est devenu actionnaire de la banque Rothschild. Bon, je n'attaque pas particulièrement Rothschild, mais c'est la vérité. Là, nous sommes sur des faits. À présent, combien d'autres vaccins du même type que ce vaccin contre la grippe, cette hoax vaccinale, donc cette arnaque vaccinale, sont injectés au quotidien à nos enfants par la force de la loi? S'il vous plaît, cherchez l'erreur, les erreurs, car elles sont si nombreuses que le rêve de la santé parfaite devient un véritable cauchemar pour les parents et les enfants français. Alors là, je vais vous donner une petite liste qui va vous éveiller certainement. Alors, question, les vaccins font reculer les épidémies, comme le prétend Agnès Buzyn? Que l'on nous explique pourquoi y a-t-il toujours, aux USA par exemple, mais c'est pareil en France, des épidémies de coqueluche aux USA qui ont atteint des centaines d'enfants vaccinés contre la coqueluche justement. Des épidémies de polio dans le monde entier ont touché des milliers de personnes pourtant correctement vaccinées. Et ce depuis 1950, l'année où on a soi-disant découvert un vaccin contre la poliomyélite, qui n'a jamais fonctionné. En 1993, si, pour contaminer les enfants. En 1993, 100 infirmières des hôpitaux de Paris atteintes de tuberculose avaient toutes reçu le BCG, etc., etc., etc. Donc ces informations viennent d'un site qui s'appelle Autre Info,
Donc, tous les liens seront dans mon livre, puisque je vous ai dit, je suis un peu fatigué de travailler pour les mauvais journalistes d'Internet qui reprennent tous mes articles, tous mes liens, et puis qui les paraphrasent. Donc, il n'y a pas de raison que ces gens-là gagnent leur vie à ma place. C'est un principe de précaution. Mais vous aurez les liens dans mon livre. Le vacciné devient porteur du virus malgré lui. S'il a de la chance, il contiendra la maladie. S'il est malchanceux, il la contractera inévitablement et la communiquera à toute sa famille, à ses voisins, à l'école, à Disneyland, la rougeole de Disneyland. On en parlera plus loin. Si par une pure volonté de destruction, l'on souhaitait contaminer la population mondiale avec un virus assassin, les vaccins seraient la meilleure voie de transmission. C'est à la fois sordide et génial à la fois, car on fait croire que le vaccin sauve et protège, alors qu'il est la principale cause de contamination dans les pays occidentalisés qui n'ont aucune raison de développer des maladies ou des épidémies de choléra, de peste bubonique ou de lèpre tellement qu'ils sont aseptisés grâce à la gestion des eaux usées et l'accès à l'eau potable. Donc, pour permettre une rentabilité constante au laboratoire, il faut de toute évidence créer la maladie coûte que coûte et par les moyens les plus insoupçonnés. Alors évidemment, j'entends déjà les gens qui disent « mais il dit n'importe quoi ce Jean Drocq, comment les vaccins qui vont diffuser les virus ?» Eh bien moi, je vais vous en donner la preuve. Ils ont pourtant essayé de le faire en 2014 avec le vaccin Ebola en Sierra Leone et dans les pays limitrophes. Mais les Africains ne sont pas idiots et ils ont refusé en masse cette proposition du CDC en rétorquant que le vaccin avec un virus vivant Ebola OGM ne garantissait en aucune façon une protection solide contre Ebola. Au contraire, il permettait une diffusion du virus à travers les vaccinés dans d'autres zones géographiques pas encore contaminées. Lorsque j'ai parlé de ce sujet, j'écrivais sur Mediapart, eh bien, je vous signale que j'ai quand même été censuré. C'est juste pour vous dire le pouvoir que ces gens possèdent pour empêcher la circulation des véritables informations. Et ce n'est pas du complotisme, je le répète, parce que c'est trop facile, ça aussi. La même chose en France entre 2009 et 2010, souvenez-vous, avec le vaccin contre la grippe A, que le gouvernement Sarkozy avait acheté à 94 millions de doses, c'est un petit rappel ça, et 50 millions en plus qui ont été résiliés sous la tutelle de Roselyne Bachelot, mais les Français n'ont pas mordu à l'hameçon de la peur et les doses sont restées sur le carreau et malgré tout, à la charge des Français, 712 millions d'euros. Eh oui. Mais les Français non vaccinés ne sont pas morts de la grippe A, comme on le leur avait promis dans les médias et dans les discours venimeux des politiques complices. Je n'ai pas été vacciné, je suis encore là, je ne l'ai pas attrapé, malgré la panique lancée à travers les médias par Madame Roselyne. Roselyne Bachelot a développé un argumentaire puéril et en aucun cas scientifique. Je le dis clairement, il faut pratiquer le principe de précaution. C'est ce qu'elle a dit, hein, je la cite. Si vous connaissiez un tant soit peu la médecine et la science, Madame Bachelot, vous sauriez que le vaccin contre la grippe ne fonctionne pas et qu'il est dangereux à cause du mercure qu'il contient, entre autres. Et où était votre principe de précaution dans ce cas? Mais en France, on félicite l'incompétence et une fois son ministère terminé, on retrouve l'ex-ministre en chroniqueuse TV en oubliant ce degré de forfaiture, d'incompétence ou de naïveté. Je vous laisse choisir. Aujourd'hui, alors pour le vaccin contre la grippe, je peux vous donner une information, mais je l'ai déjà donnée. Le gouvernement britannique, en 2016, a interdit la vaccination contre la grippe à les enfants de moins de 6 ans. Alors déjà, c'est pas efficace, et plus de 65, c'est pas efficace non plus, que chacun le sache, parce que 130 000 enfants ont déclaré des crises d'épilepsie, donc ils sont devenus épileptiques à la suite de ce vaccin. Pourquoi? Parce que de 250 microgrammes de mercure, eh bien, on est passé à 500 microgrammes de mercure. D'où le danger du vaccin contre la grippe, en tous les cas, en ce qui concerne le mercure, mais il y en a bien d'autres. Aujourd'hui, on ne peut pas croire qu'une pandémie ou une épidémie mortelle soit spontanée avec les progrès de l'hygiène en Occident. C'est impossible. Mais si des facteurs extérieurs de risque sont envoyés dans des pays riches sans contrôler ces risques sanitaires, on amène directement le loup dans la bergerie.
Les risques extérieurs peuvent être des virus lâchés dans la nature à travers des épandages aériens, donc des chemtrails, comme des aérosols. Alors vous allez me dire, il dit n'importe quoi. J'ai l'habitude, vous savez, toute la question est, il y a ceux qui font des recherches, ceux qui n'en font pas. Ceux qui n'en font pas disent que ceux qui en font disent n'importe quoi parce qu'ils sont ignorants. Donc, je vous amène quand même des preuves. Il suffit de se replonger dans l'histoire du XXe siècle, en France, avec le drame de Pont-Saint-Esprit en 1951, pour ceux qui le connaissent. Alors, j'en ai parlé dans mon livre Pandora. La CIA avait épandu une arme secrète du LSD sur ce village français du Gard, touchant 500 personnes, victimes des plus terribles hallucinations et provoquant la mort de 7 habitants et le suicide de 2. L'internement en asile psychiatrique de nombreux autres. Ah ben, il y en a qui se prenaient pour des coqs de basse-cour, pour des félins, enfin ils ont vu des monstres partout. Hein. C'est comme Blanche-Neige, elle voit des nains partout, ben, eux ils les ont vus, mais alors pendant 3 jours, hein, ça a été un cauchemar inouï. Pendant 60 ans, le secret a été bien gardé en attribuant les causes à un empoisonnement à l'ergot de seigle, comme au Moyen-Âge. Hein. Vous regardez les tableaux de Jérôme Bosch, la parabole des fous, où les gens sont fous, sont empoisonnés, ils ont perdu la tête à cause de l'ergot de seigle qui les rend fous puis qui les tue. Donc, on a pensé à un empoisonnement à l'ergot de seigle et on a même emprisonné les 2 boulangers, qui n'y étaient strictement pour rien, les pauvres. On a pensé également à un champignon hallucinogène se trouvant dans la farine des boulangers. C'est avec ça à faire. Ou un empoisonnement au mercure. Alors là, déjà, on parle d'un empoisonnement au mercure qui rendrait fous les gens. Mais ça gêne personne de mettre du mercure dans les cuisses, les bras de vos enfants. Ça les gêne pas. Rien de tout cela. Juste une expérience de la CIA. Et c'est le journaliste Hank P. Alberelli Jr. qui a dévoilé l'affaire 60 ans plus tard dans son livre et dans son article. Ouvrez les guillemets, CIA, qu'est-il véritablement arrivé à ce charmant petit village français de Pont-Saint-Esprit où, quand la CIA menait des expériences sur des cobayes français, par Hank P. Alberelli Jr. Vous tapez son nom, vous le trouverez. Pont-Saint-Esprit, vous le trouverez également. J'en ai parlé dans mes livres avec plus de précision, mais pas que. On peut également consulter, et il existe une littérature fournie sur le sujet de la contamination bactériologique par de nombreux moyens, et j'ai également fait des conférences sur le sujet disponibles gratuitement sur YouTube et Rutube grâce à mon ami Richie qui a tout archivé. Donc vous trouverez aussi beaucoup d'informations dans ce livre-là. Hein. Je vous le présente. Hein. Prenez la 2e version, elle est beaucoup plus complète. Un tout petit peu plus cher, mais c'est normal. Il est également possible de diffuser des virus à travers des humains contaminés ou vaccinés. Ils deviennent les vecteurs, envoyés volontairement sur d'autres zones géographiques. C'est une méthode plus lente et bien plus sournoise. Je vous signale que les Américains ont fait ça avec les Indiens d'Amérique pour les exterminer en leur donnant des couvertures contaminées avec des virus de la variole et autres. Hein. Ils se sont fait rougeole et autres. Ils ne se sont pas gênés. Hein. Actuellement, les guerres bactériologiques existent depuis toujours. Actuellement, et depuis 2015, 5000 migrants arrivent chaque mois d'Afrique subsaharienne à Lampedusa, en Italie. 150 000 par mois, en tout. Chaque jour, excusez-moi, je me suis trompé. Je reprends. Actuellement, et depuis 2015, 5000 migrants arrivent chaque jour d'Afrique subsaharienne à Lampedusa, en Italie. 150 000 par mois, 1 800 000 par an. Ces personnes sont-elles chacune contrôlées et soignées comme elles le devraient? Car si elles ne le sont pas, nous savons avec certitude qu'elles amènent des maladies qui ont disparu en Europe depuis des décennies, telles la tuberculose, la syphilis, la lèpre et des virus inconnus, d'après les autorités sanitaires hongroises, et cette information date déjà de plusieurs années. Où est le principe de précaution tant vanté par nos élites? Principe de précaution pour une grippe, mais absolument pas pour des maladies épidémiques encore plus graves. Aux États-Unis, il est interdit de passer des fruits et légumes d'un État à l'autre. Alors pourquoi des humains provenant de contrées fragilisées, manquant de soins et d'hygiène, le pourraient-ils sans le moindre contrôle? Souvenons-nous que pour entrer aux États-Unis au début du XXe siècle, une visite médicale était obligatoire et en cas de doute, les migrants étaient placés en quarantaine pour être soignés
à Ellis Island avant de pénétrer le territoire. C'est un principe de précaution appliqué dans tous les pays du monde, sauf en Europe, avec cette invasion migratoire. Pourquoi? Il n'est pas question ici de refuser des migrants. Il est question de les accueillir dans de bonnes conditions humaines, sanitaires et sociales. Or, les trottoirs de Paris, ou les perrons de bâtiments publics, ou encore les jungles de Calais ou d'ailleurs, sont indignes de la France. Une France qui rejette à la rue ses propres concitoyens. Une honte à tous les niveaux. Nous ne devrions pas avoir à faire un choix. Nous devrions aider tous ceux qui sont dans le besoin sans la moindre distinction. Mais revenons à notre sujet sur les vaccins et la santé. Comment justifier l'utilisation de nanoparticules sans en informer les consommateurs dans les produits suivants? Alors ça vient de sortir aussi. Alors vous trouverez des nanoparticules en dehors des chemtrails au quotidien, dans les M&M's Peanuts, les déodorants Sanex Nature 48 heures, le dentifrice Aquafresh Triple Protection plus blancheur, la soupe au poulet au pot déshydraté de chez Casino, les épices Ducros mélange malin italien, sinon à quoi ça sert qu'ils se décarcassent, cappuccino instantané Maxwell House, la crème solaire Lavera 100% minérale SPF 30, le stick à lèvres nourrissant Aven Cold Cream et Gloss, effet 3D, et 33 brins poétiques de chez Bourgeois, ainsi que dans les vaccins, sans oublier un projet de Bill Gates déjà en marche d'intégrer une puce RFID microscopique en tant que nanoparticule dans ces mêmes vaccins et à l'insu des citoyens. On comprend les obligations vaccinales en connaissant cet agenda. Dans les vaccins, nous trouvons également des neurotoxines accompagnées de nombre de produits chimiques toxiques qui ne peuvent à proprement parler soigner ou guérir quoi que ce soit, ni qui que ce soit, mais plutôt atteindre directement la structure ADN du sujet et le rendre malade ou le tuer. Ceci est une évidence scientifique à laquelle nul ne peut échapper. Et toutes les accusations, toutes les violences ne pourront faire passer ces déclarations pour du complotisme qui, de loin, n'en est pas, car nous avons toutes les preuves scientifiques de ce que nous avançons, et cela déplaît et enrage les véritables conspirationnistes qui n'ont plus d'arguments contre les sonneurs d'alerte, en dehors de leurs violences, attaques verbales et physiques. La docteure Susan Humphries, aux États-Unis, PhD, ça veut dire médecin, chercheuse, a dévoilé ses plans dans son dernier ouvrage, ouvrez les guillemets, Briser les illusions, maladie, vaccins et l'histoire oubliée. Elle rejoint ainsi nombre d'autres médecins holistiques par ses études scientifiques et précises indiquant le lien, entre autres, entre le mercure et l'autisme, entre l'aluminium et l'autisme, les deux se trouvant justement dans les vaccins pour enfants. Étrangement, malgré ces découvertes et ces études qui recoupent celles de nombreux autres chercheurs dont on ne parle jamais en France, les laboratoires s'acharnent à refuser de retirer le mercure et l'aluminium des vaccins. N'est-ce pas ici un aveu de complicité magistrale dans une volonté de nuire à tous les enfants de la planète? Pourtant, lorsqu'une pièce de voiture est défectueuse ou jugée suspecte sur un nouveau modèle, c'était le cas en octobre 2017 avec Nissan, qui rappela 1,21 million d'automobiles pour refaire une inspection jugée incomplète avant commercialisation. Mais depuis que l'on sait que le mercure et l'aluminium sont dans les vaccins, des neurotoxines déclarées, personne n'a jamais rappelé le moindre vaccin. Au contraire, ils sont écoulés au détriment de la vie des enfants sans que personne ne discute ce fait, alors que tous les scientifiques, les vrais, s'accordent sur ce point de dangerosité, de la toxicité absolue du mercure et de l'aluminium, même à des doses infimes. À nouveau, où est le principe de précaution tant vanté par les politiques? Là, je vais faire une déclaration solennelle, parce que comme vous, je suis excédé par tous ces mensonges, ces tromperies. Tous ceux, et je dis bien tous ceux, qui prétendent qu'il n'existe pas d'études sur le sujet du mercure et de l'aluminium sont des menteurs et des complices qui devraient être jugés
pour fake news, mensonges, complicité de crimes contre l'humanité, mettant en danger les enfants de France avec la loi Buzyn. Ces personnes doivent être condamnées à de lourdes peines de prison pour complicité de crimes contre l'humanité dans le but de permettre par leurs actions de dénigrer la vérité pour tromper le public sur les risques sanitaires des vaccins, enrichir de ce fait à milliards les laboratoires pharmaceutiques. Qu'on se le dise et que l'on répète ceci. Aujourd'hui, le docteur Humphries est l'objet de menaces de mort par email à travers un serveur allemand hautement sécurisé, ne permettant absolument pas de retrouver des personnes responsables de ces menaces d'un niveau très professionnel et utilisé par les criminels pédophiles incriminés dans le Pizzagate et les proches d'Hillary Clinton. Les menaces qui ont été faites sont parties d'un serveur allemand sécurisé, donc je le répète, sécurisé au point qu'on ne puisse pas les retrouver, et c'est le même serveur qui a été utilisé par les criminels pédophiles incriminés dans le Pizzagate, qui sont également ceux qui vont être condamnés pour fake news contre la campagne présidentielle de Donald Trump. Peut-être que maintenant vous commencez à comprendre pourquoi Donald Trump est tellement détesté, parce qu'il n'a rien à voir avec tous ces criminels. Voilà, je ne le défends pas, c'est un mégalomane, c'est certain, mais en tous les cas, c'est le seul à agir, avec le président Duterte. Nous supposons dans cette affaire de menace une sérieuse implication de Big Pharma dans cette menace de mort à travers les groupes paramilitaires du CDC, des terroristes de la pensée, habillés et formés comme des Marines, capables, comme les membres de Daesh, des pires attentats suicides contre des personnalités altruistes qui gênent l'expansion commerciale du CDC et des labos, donc de Big Pharma, et cela pour avoir osé déclarer son amour à l'humanité et s'acharner à défendre les enfants et les adolescents grâce à la science contre le scientisme des laboratoires. Le mail déclare ce qui suit avec beaucoup de grossièreté. Alors j'ai traduit le mail, je suis le seul à l'avoir traduit en France en tous les cas, puisque je l'ai vu nulle part, et que l'affaire date d'il y a 3 jours. Alors, s'il y a des enfants, vous les écartez. J'ai fait une traduction fidèle, donc en l'adaptant évidemment en langage français, parce que vous savez que les Américains utilisent souvent le F-word, hein, le fuck et partout, bon bref, passons, et le shit et le machin, et ils sont très grossiers dans le fond. Alors, le mail dit ceci, donc il s'adresse à Susan Humphries, qui tente de sauver les enfants et de les protéger contre l'autisme et contre ces vaccins inutiles et dangereux. Nous allons t'assassiner, toi la stupide saloperie de connasse. Je te fais juste savoir que lorsque cela arrivera, tu auras été prévenu, salope. Tu indiques toujours là où tu vis, alors c'est très facile de te retrouver. J'ai un très beau pistolet Desert Eagle. Alors c'est un gros flingue comme ça qui est utilisé, qui a été utilisé en Afghanistan et partout. C'est des Colt 45, donc ça fait des gros trous. Ça fait des petits trous à l'entrée puis des gros trous à la sortie. Voilà. J'ai un très beau pistolet Desert Eagle qui sera utilisé contre toi. Alors continue à penser tes trucs de santé de merde. Cela va t'aider parce que devine quoi, salope, cela ne va pas t'aider à vivre un jour de plus. Je vais me trouver parmi les passants dans la rue et je vais te buter juste dans ta putain de poitrine, pas à la tête parce que je veux t'entendre geindre, salope. Putain, je vais te faire crier, salope, quand tu seras sur le sol à pisser le sang. Je vais tuer tous ceux qui sont comme toi avant que l'on me bute. Tu es fini, salope. Tu comprends? J'ai pensé le faire depuis un moment, mais je n'ai pas eu le temps. Je vais t'écarter du chemin et te torturer à mort. Mais c'est juste un peu difficile de le réaliser. Une autre idée que j'ai eue est lorsque tu fais tes directs, je veux que tu avances devant la porte et je te bute en direct et comme ça, tout le monde va te voir souffrir et prier. Mais tu vas hurler comme un porc si fort que je vais te tirer dans la poitrine et ensuite dans les jambes, salope, juste pour te faire souffrir avant que je t'achève. Je veux que tout le monde te voie souffrir. Putain, je te jure que je viens, salope. Je dois juste décider comment je vais faire. Peut-être lorsque tu fais tes conférences publiques stupides, je m'assieds juste derrière toi et je le fais. Mais c'est pas facile de buter tous tes putains d'amis et je reste persuadé que je dois me rendre dans ton putain de centre d'autisme et te buter à travers ta putain de porte quand tu te filmes. C'est comme ça que je le ferai. Et je vais buter toutes ces putains de personnes qui t'accompagnent. Tu comprends? Tu peux être sûr que je viens. Alors sois prête. Je ne veux voir
Aucune surprise sur ton putain de visage quand je serai à ta porte, salope. Je vais tirer à travers ta putain de porte et je tuerai chaque personne se trouvant dans ta maison. Et ensuite, je vais te torturer à fond, salope. Je vais te saigner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi et je te finirai. J'ai juste besoin de m'organiser avant que je le fasse. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé qu'il fallait que je le fasse. Je veux tellement te faire hurler jusqu'à goûter ton sang et te regarder hurler, salope. Je vais te tuer et je veux que tu saches que je vais le faire. Et lorsque je le ferai, tu aurais pu faire quelque chose que tu n'as pas fait. Je peux te dire que ce sera la meilleure partie. Tu vois, parce que je te le dis simplement mais sûrement, je viens. Maintenant, voyons si tu es préparé lorsque je serai là pour toi. Ou peut-être seras-tu en pleine lumière, comme une biche, alors je pourrais te faire sauter la tête, salope. On se verra. Philippe, excusez-moi, dites-moi que c'est la fin. J'en peux plus de votre discours. À travers ce serveur hyper sécurisé que Suzanne Humphries a reçu il y a quelques jours. Suzanne Humphries a été déposée plainte à la police qui se fichait de la menace de mort en refusant même de consulter l'email en question et en lui répondant « Un détective pourra venir vous voir ou pas ». Alors elle a appelé le FBI. Mais on ne peut parler à personne en dehors d'un site internet si vous êtes victime d'un cybercrime. J'ai rempli, dit-elle, un formulaire, on m'a renvoyé une copie de celui-ci et depuis 24 heures, rien. Ces menaces sont publiées et annoncent les pires tourments à cette chercheuse qui a osé braver l'autorité des laboratoires et tenter de déjouer les plans machiavéliques mis en place pour détruire une partie de l'espèce humaine à travers la jeunesse. Nombre de médecins et de chercheurs holistiques avant elle ont été assassinés et d'autres suivront, car ce destin est déclaré inévitable. C'est ce qui explique la haine de ces groupes de pro-vaccinaux, complices et criminels qui ne cherchent pas la vérité, mais juste à la faire taire par tous les moyens pour servir leurs maîtres, les grands destructeurs de notre humanité, qui semblent bien décidés à y mettre un terme par tous les moyens. Comme la plupart des gens, nous sommes au confluent des influences d'une organisation sournoise et malveillante pour diriger chacun vers des voies de rentabilité économique plutôt que vers une santé véritable. Le cancer, avant d'être une maladie grave, est une maladie rentable. Nous essayons toutes sortes de méthodes pour maintenir une santé rendue de plus en plus fragile par notre mode de vie stressant. Nous cherchons à obtenir plus d'énergie, à nous sentir capables d'être mens sana in corpore sano, en fait d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Mais est-ce encore possible? Et la question que chacun devrait se poser dans une société qui offre à la fois toutes les possibilités de réaliser ses rêves, mais qui impose également tous les pires cauchemars pharmaceutiques afin que nos rêves soient de courte durée. Des publicités à la télévision sur les médicaments qui font du bien, par exemple sur le Voltaren, montrent un couple de personnes âgées dont la femme est animée d'une énergie débordante grâce à son anti-inflammatoire, laissant son mari à la traîne, tirant la langue sur son vélo, regrettant soudain que sa femme ne soit plus plaintive. Encore une image du machisme larvé pour influencer les femmes qui souffrent et qui, grâce au baume magique Voltaren, peuvent reprendre le pouvoir sur leur mari et sur leur corps. Mais celui qui rit en douce, c'est le laboratoire, car la pathologie reste non soignée. Cherchez toujours à qui profite le crime, à qui profite l'argent, car le secret n'est pas dans la médecine ni dans la pharmacologie, mais dans la fortune générée par le moindre produit de l'industrie pharmaceutique. Et concernant cette publicité sur le Voltaren crème, mettre un pansement sur une blessure faite dans un jardin n'empêchera pas le tétanos, mais un vaccin fait bien avant la blessure non plus. Que cela se sache. La publicité du Voltaren est de toute évidence mensongère du point de vue médical, car lorsque le corps est en inflammation, un pansement ne suffit pas à supprimer cette inflammation. Elle est toujours présente mais atténuée. La chimie a déposé un masque sur la douleur qui l'endort, mais qui ne règle pas le problème de fond, soit tout le contraire de la médecine qui a le devoir de soigner et de guérir. Ainsi, soulager, c'est bien, guérir, c'est mieux. Mais l'industrie pharmaceutique ne soigne pas. Elle entretient pour continuer à vendre des produits incomplets. Rien que le Voltaren dont on fait la publicité sur tous les médias contient une liste d'effets secondaires modérés et graves dont personne ne parle jamais. Pourquoi?
Il suffit de jeter un regard sur la notice du produit pour comprendre que derrière le mirage des bienfaits se cachent les pires misères à venir. Évidemment, il faut être l'exception qui confirme la règle, auquel toutes les misères arrivent, car ce sont des éventualités. Mais si le patient en fait une utilisation prolongée, il se peut que probablement l'utilisateur est à subir les désagréments suivants. Alors, préparez-vous, ça va dépoter. Quand vous utilisez le Voltaren comprimé, anti-inflammatoire, vous pouvez développer des signes d'une crise cardiaque, par exemple la présence de douleurs ou de pression à la poitrine, de douleurs qui se propagent à l'épaule ou au bras, de nausées et de vomissements, de sudations excessives. Moi, j'invente rien, c'est la notice. Des enflures importantes, semblables à de l'urticaire sur le visage, les paupières, la bouche, les lèvres ou la langue. Une nausée importante et persistante, des brûlures d'estomac, des vomissements. Des signes d'une réaction allergique importante, par exemple des crampes abdominales, une difficulté respiratoire, des nausées et des vomissements, ou une boursouflure du visage, ou une enflure de la gorge. Des signes de saignement de l'estomac, par exemple des selles sanglantes, noirâtres ou goudronneuses, des expectorations sanglantes, des vomissements de sang, ou une matière qui ressemble à du marc de café. Des signes d'une grave réaction cutanée, comme des cloques, une desquamation, une éruption cutanée recouvrant une grande région du corps, une éruption cutanée qui s'étend rapidement ou une éruption cutanée accompagnée d'une fièvre ou d'une gêne. Évidemment, ces effets sont dus à la suite de l'ingestion du comprimé du Voltaren. Pour les crèmes, les effets secondaires sont différents. Mais il y en a tout de même. Ainsi, pourquoi, pour prendre un anti-inflammatoire et éviter un ulcère à l'estomac, doit-on prendre de l'oméprazole ou dérivé qui a lui-même des effets néfastes sur le cerveau en utilisation prolongée? J'ai fait une capsule d'1 heure sur le sujet. Ça vous fait des vides dans le cerveau si vous en utilisez tous les jours pendant des années. Même chose avec les produits contre la tension, contre le cholestérol. C'est le même type de produit. Savez-vous que le Fervex, l'Actifed, l'Humex comportent des risques pour la santé cardiaque de leurs utilisateurs, pouvant avoir des effets secondaires graves comme de l'hypertension artérielle, des angines de poitrine, des convulsions, des troubles du comportement ou encore des accidents vasculaires cérébraux. En conséquence, non, je dis pas n'importe quoi. Depuis le 18 décembre 2017, ils n'ont plus le droit de citer dans les médias, car jugés trop dangereux par les autorités sanitaires, mais personne ne le sait. Voici la liste, par exemple, des 11 produits concernés par l'interdiction de publicité. Alors, si vous prenez de l'Actifed LP rhinite allergique, c'est interdit. Actifed Rhume jour et nuit, Actifed Rhume, Dolirum, Dolirum Pro, Fervex Rhume jour et nuit, Humex Rhume, Nurofen Rhume, Rinadvil Rhume, Rinureflex, Rhumagrippe, tout ça, plus aucune publicité, car ces médicaments sont jugés dangereux. S'ils sont jugés dangereux, c'est qu'il y a eu tous les accidents qui ont été cités précédemment. Alors, n'existe-t-il vraiment pas un autre remède naturel pour soulager ces douleurs, ou sont-ils simplement dissimulés et bientôt interdits comme le projettent les lobbyistes aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, actuellement, ils veulent supprimer l'homéopathie et toutes les médecines naturelles. Alors là, c'est fini. C'est que Big Pharma qui existe. Détruire les bienfaits de la nature pour les remplacer par des molécules chimiques, ils y sont déjà parvenus avec notre alimentation, OGM. Le projet de destruction des bienfaits de ce monde continue avec un acharnement organisé par les laboratoires pharmaceutiques, les États et le sommet de ces grandes pyramides dont je vous ai parlé dans l'introduction. Alors, autre exemple qui va vous intéresser, des personnes sentent des brûlures à l'estomac le soir. C'est à la publicité, j'ai vu ça quand je soignais ma mère. Je suis tombé par terre quand j'ai vu ça. Donc, des personnes sentent des brûlures d'estomac le soir. Ah, malheur. La solution, lorsque vous êtes allongé, serait de prendre du Gaviscon pour les soulager, d'après le pitch de cette publicité. Survient alors des problèmes de constipation. Prenez donc Dulcolax, qui provoque des profondes fatigues, des diarrhées, des malaises, un amaigrissement, des ballonnements intestinaux, ça pétarade de tous les côtés, provoquant également, et c'est plus grave, une perte de chlore et de potassium, pouvant occasionner une atteinte aux reins. Bon, tout ça, c'est documenté. Hein. Moi,
Moi, j'invente rien. Pourtant, si ces solutions pharmaceutiques existent, n'existerait-il pas des moyens plus naturels, sans avoir à passer par la chimie des laboratoires et qui seraient bien moins invasives, mais la réponse des médecins est toujours la même. Oui, enfin, ça ne va pas vous tuer. Parce qu'ils savent pas. Puis après, quand vous arrivez avec un symptôme, ils vous disent je vais vous donner autre chose. Et cette autre chose va créer encore autre chose. C'est formidable, ça. C'est des apothicaires. Et pourtant, la liste des médicaments dangereux dont ils font la promotion est de plus en plus longue, voire, entre guillemets, chercher sur Internet, comme je l'ai fait moi-même, pour mieux soigner des médicaments à écarter, le bilan 2016. Alors là, il y a à peu près 100 médicaments, c'est l'horreur. Et comment se fait-il que les laboratoires si soucieux de notre santé sont-ils également capables de produire et distribuer des médicaments qui blessent, handicapent, ou nous accompagne au pire dans la tombe sans le moindre regret. Je vous signale simplement que mon père est décédé à cause des génériques parce qu'ils étaient mal dosés. Ils ont assassiné mon père. Et après, ne vous étonnez pas que je sois si virulent avec ces ordures. Il n'y a pas d'autre mot, pardonnez-moi. Les effets secondaires du Gaviscon, ce médicament dont on fait la promotion à la télévision, à renfort de spots publicitaires tôt le matin, cause chez certains patients la constipation, une venue d'hypercalcémie avec risque de formation de calculs rénaux et d'insuffisance rénale et des manifestations allergiques. Mon Dieu, pour savoir tout ça, combien ont-ils torturé de chiens, de chats, de singes? Tout ça pour nous donner des médicaments qui sont de toute façon toxiques et qui sont des petits pansements ridicules. Quels merveilleux médicaments aux effets remarquablement handicapants et pouvant mener à l'hôpital et au département de chirurgie. Évidemment, tout cela, c'est fait pour entretenir, c'est ce qu'on disait dans l'introduction avec Hervé, il a annoncé. Donc, nous en avons les preuves. Bon, moi, j'ai tous les liens, évidemment. Le médicament doit-il être le moyen d'entretenir la mauvaise santé en prétextant la soigner? En tous les cas, c'est exactement ce que nous proposent les laboratoires pharmaceutiques. La majorité des citoyens est honnête, c'est entendu. C'est ce qui maintient la société en équilibre. Et cette honnêteté crée la perte du citoyen lui-même, car son excès de confiance est une porte ouverte à la malfaisance chronique des gens de pouvoir qui, à défaut de penser au bien commun, servent les intérêts diaboliques des plus grandes entreprises pharmaceutiques, ce qui explique pourquoi il est rare que le citoyen prenne le temps et fasse l'effort de se plonger dans la recherche scientifique. C'est normal, on lui dit « Reste tranquille, on s'occupe de tout ». Mon Dieu, mais ne faites pas ça, ne faites confiance à personne. Informez-vous. Apprenez l'histoire de la médecine, des médicaments, d'un vaccin ou d'une thérapie. Faites des recherches et cessez de vous laisser influencer par des imbéciles de prétentieux de domaine médical qui vous disent « Oh, il n'y a que des conneries sur Internet ». Mon Dieu, mais heureusement qu'il y a Internet, heureusement. Heureusement. Malheureusement, l'excès de confiance des citoyens dans le monde politique et dans l'industrie pharmaceutique est d'accepter tout ce que chacun des deux affirme comme une vérité inaliénable. Et comment en vouloir aux citoyens? Il ne sait pas. Il fait une confiance aveugle au diabolique qui ne cherche qu'une chose, l'enrichissement au détriment de la santé. Chacun sait ou a pu remarquer que les médecins n'ont pas toujours les réponses, et particulièrement en ce qui concerne l'immunité à travers la vaccination. C'est pourquoi de plus en plus de personnes mettent en doute la sécurité des vaccins et se trouvent devant un mur qui leur envoie comme message que les vaccins sont sûrs et sécurisés, alors que la science, la vraie, affirme le contraire. Les accidents vaccinaux sont de plus en plus nombreux et graves, liés à la toxicité du mercure, de l'aluminium, du formaldéhyde, qui est du formol, du glutamate monosodique, augmentant également le nombre de cancers, alors que le cancer les taux, pas acéto, est une maladie entièrement fabriquée par l'homme, et nous allons en parler tout de suite. Le débat qui nous occupe aujourd'hui provoque une telle frénésie que la France est aussi divisée que lors d'une élection présidentielle. La santé n'est plus un enjeu de santé, mais un enjeu économique en faveur d'un seul gagnant, les laboratoires pharmaceutiques qui font tout pour ne pas informer les principaux intéressés en refusant de leur offrir une bonne éducation à la santé. On accorde au programme de vaccination le crédit de supprimer certaines des maladies les plus dévastatrices du passé, comme la poliomyélite, la diphtérie,
et la variole. Des maladies qui, même déclarées, peuvent être guéries avec succès avec du simple chlorure de magnésium et même de la vitamine C, ce qui rend les risques de la vaccination inutiles. Concernant la variole, nous n'avons pas la moindre preuve scientifique que ce vaccin n'a jamais fonctionné. Le facteur risque-bénéfice est alors trop grand pour risquer de se faire vacciner et développer un accident vaccinal fatal ou handicapant à vie à cause de l'évidente toxicité du mercure et de l'aluminium, provoquant des syndromes autistiques à répétition depuis la fin des années 1940 chez l'enfant. Ce qui explique aujourd'hui pourquoi nombre de parents sont hésitants à suivre le calendrier vaccinal recommandé et imposé à leurs enfants par les autorités de santé dans le monde entier. C'est une manipulation globale à laquelle nul ne peut échapper à cause de la loi Buzyn en France, illogique et sans le moindre rapport avec la logique scientifique, mais plutôt une logique scientiste. Alors, 2 points, entre guillemets. Les politiciens ont été corrompus financièrement. Il y a davantage de lobbyistes au service des laboratoires pharmaceutiques à Washington, D.C. que de membres du Congrès, déclare l'avocat Robert Kennedy Jr. Je vous signale que Philippe de Villiers a dit exactement la même chose quand il était député européen. Comme quoi, il n'y a pas qu'aux États-Unis. C'est pourquoi certains parents refusent de vacciner leurs enfants et souhaiteraient déterminer les vaccins à appliquer à leurs enfants d'après les risques et les avantages déclarés de chaque vaccin. Excusez-nous, Philippe, à lire déjà sur le temps. Un tout petit livre de Michel Georget et de plusieurs scientifiques et médecins suisses qui aiment bien, vaccine peu, ça coûte 5 €, c'est très bien fait et c'est très documenté. Excusez-nous, Philippe, on vous laisse encore. Des arguments viables. Vous m'entendez, Philippe ? La plupart des parents sont au milieu d'un débat scientifique qui leur échappe. Et ils sont incapables de prendre la bonne décision pour leurs enfants. Ils sont perdus dans un débat qui ne sert qu'un objectif, convaincre pour vendre. Alors, les réseaux sociaux se sont emparés du sujet, divisant les uns et les autres, favorisant les uns et les autres, développant toutes sortes de stratégies pour nuire à la science dans le but unique de servir les lobbies. Et là, je vais vous donner encore une citation. Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'au bar, après un verre de vin, et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles, déclarait l'écrivain Umberto Eco dans le quotidien Il Messaggero. Oui, en effet, les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles, mais pas que. Ils ont également permis une nouvelle forme de presse libre et de divulgation d'informations qui aurait certainement pu aider l'écrivain italien dans sa lutte contre le cancer, cette maladie fabriquée de toutes pièces par l'homme moderne. Et là, on va y arriver. Je vais juste regarder le temps pour qu'il vous reste des questions. Justement, on voulait intervenir, Philippe, pour vous demander peut-être de conclure maintenant assez rapidement pour avoir suffisamment de temps pour les questions. À combien sommes-nous ? Il nous reste combien là ? Il nous reste 50 minutes. Bon, je continue. On a passé de 10 minutes déjà. Vous m'entendez toujours ? Oui, on vous entend bien, mais on a passé de 10 minutes déjà sur… Moi, je ne vous entends pas. Ouais. C'est peut-être mon son. Ouais. Voilà, ça y est, je vous entends. Il nous reste plus de 50 minutes pour les questions-réponses, donc… D'accord. Alors, je vais prendre encore 10 minutes et on est bon. OK. Alors… OK. En effet, il est désormais confirmé que le cancer est une maladie entièrement créée par l'homme, d'après un article publié le 4 mai 2016 par J.D. Eyes sur Natural News. Et comme Mike Adams a récemment rapporté, un remède de cancer universel détruirait la rentabilité de l'industrie du cancer, fortement lucrative, et l'écroulement de la société de lutte contre le cancer, des hôpitaux, des cliniques d'oncologie et des laboratoires pharmaceutiques qui dépendent des revenus de la chimiothérapie pour rester rentables. Je vous signale également que dans ce livre, je vous donne des solutions pour guérir le cancer qui ont été trouvées dès les années 30. Donc, comme quoi, c'est pas nouveau. Le dernier livre du docteur Delepine, et de son épouse confirme cette déclaration
ouvrez les guillemets, médicament anti-cancer, peu efficace, souvent toxique et hors de prix. Publié le 26 octobre 2017, celui-ci précise, ouvrez les guillemets, le traitement du cancer fait de plus en plus l'objet de nouvelles molécules très médiatisées, occultant souvent le rôle majeur de la chirurgie, de la radiothérapie ou des anciennes molécules déclarées obsolètes. Une vraie révolution a eu lieu, oui, mais au seul bénéfice de la finance, très exceptionnellement des malades, fermez les guillemets. Et je reprends une autre citation du docteur Frédéric Tanguy de l'Institut Pasteur, qui déclare de son côté « Avoir la rougeole peut prévenir les cancers et même les guérir à un stade très avancé ». Alors pourquoi le même institut fabrique et promeut justement les vaccins contre la rougeole? Parce que les laboratoires et les gouvernements nous trompent en masse. Alors pourquoi on utiliserait la rougeole? Parce que la rougeole fait des poussées de fièvre et que ces poussées de fièvre vont détruire les cellules mères cancéreuses. C'est nouveau, c'est une nouvelle découverte. Cela vous paraîtra difficile à croire, mais une récente étude montre que le cancer est une maladie créée à 100% par l'homme, causée par des facteurs modernes comme la pollution et l'alimentation. Ça vous embouche un coin, hein? Ça ne m'étonne pas. Des chercheurs de l'université KNH au département biomédical d'égyptologie de Manchester sont parvenus à cette conclusion en 2010, après avoir passé en revue des restes humains et des traces écrites datant de l'Égypte et de la Grèce ancienne, ainsi que des périodes antérieures. Cette étude représente la première analyse historique sur le cancer à partir d'une momie égyptienne. L'étude publiée à l'époque dans le journal Natural Review Cancer déclarait que les chercheurs n'ont trouvé qu'une seule occurrence de cancer alors qu'ils ont étudié des centaines de momies égyptiennes. Ajoutez à cela, ils ont trouvé très peu de références de cancer à travers la littérature ancienne, ce qui indique que les cas de cancer étaient extrêmement rares durant la période historique, puisqu'il existe de nombreux traités de médecine qui n'en parlent pas. Cependant, plusieurs millénaires plus tard, le cancer réapparaît en force avec la révolution industrielle en Angleterre dès le début du XIXe siècle. Étrangement, la révolution industrielle fait passer les nations d'une puissante société agraire et les propulse dans le monde moderne à travers une nouvelle société industrielle et commerciale, entraînant avec elle de nouvelles maladies symptomatiques comme la tuberculose et le cancer. Alors on a trouvé également que le développement de la tuberculose était lié à l'exploitation de la betterave à sucre et donc à la consommation de sucre. C'est pour ça qu'on met beaucoup de sucre dans les aliments aujourd'hui. C'est pas pour vous faire du plaisir, c'est pour vous rendre malade. Ainsi, les taux de cancer ont explosé, et en particulier parmi les enfants à cette période, ce qui prouve que la hausse des cas, ne touche pas exclusivement des personnes âgées comme on le supposait. Ouvrez les guillemets. Dans les sociétés industrialisées, le cancer se place en deuxième position seulement après les maladies cardiovasculaires comme cause de décès. Je vous rappelle que les maladies cardiovasculaires n'existaient pas au début du XXe siècle aux États-Unis et qu'elles ont commencé à se surdévelopper depuis les campagnes de vaccination. Soit dit en passant. Mais dans l'Antiquité, c'était extrêmement rare, déclare la professeure Rosalie David de la Faculté des sciences de la vie. Il n'y a rien dans l'environnement naturel qui peut causer le cancer. Bon, évidemment, si vous vivez sur une montagne d'uranium, vous l'attraperez le cancer, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'uranium partout. Donc, cela doit être une maladie artificielle liée à la pollution et au changement de notre régime alimentaire et de notre style de vie. L'importance de notre étude est qu'elle donne une perspective historique à cette maladie. Nous pouvons faire des déclarations très claires sur les taux de cancer dans les sociétés passées parce que nous avons une vue d'ensemble complète. Nous n'avons pas étudié 100 ans, mais des millénaires et avons compilé des masses de données. La recherche qui a été menée par le professeur Michael Zimmerman en visite au centre du KNH de Manchester, en poste à l'université Villanova près de Philadelphie, dévoile le tout premier diagnostic historique de cancer sur une momie égyptienne. Il est parvenu à diagnostiquer le cancer colorectal d'une momie non identifiée comme n'appartenant pas à l'aristocratie égyptienne. La momie était donc une personne tout à fait ordinaire qui a vécu dans l'oasis de Dakhla pendant la période ptolémaïque en 200-400 après Jésus-Christ. Le professeur Michael Zimmerman déclare: dans une société antique ne pratiquant pas l'intervention chirurgicale, la preuve de cancer était conservée dans tous les cas.
L'absence virtuelle de tumeurs malignes dans des momies doit être interprétée comme l'indication de leur rareté dans l'Antiquité, indiquant que les causes de cancer sont limitées aux sociétés affectées par l'industrialisation moderne. Bon, je pense que vous avez compris, et là vous avez eu des preuves scientifiques, que le cancer aujourd'hui est une maladie fabriquée par notre mode de vie, notre mode d'alimentation et tout ce qui s'ensuit, les boissons hyper sucrées et les bonbons acidulés pour les enfants, etc., etc., etc. Bon, maintenant je vais vous donner la parole. J'ai pas fini cet exposé parce qu'il est très très long et il y a encore beaucoup de choses, mais ça vous le retrouverez dans sa version complète dans la version 3 de Pandora. Voilà. À vous. En tout cas, merci beaucoup pour ce brillant réquisitoire, Philippe. J'aimerais que de nombreuses personnes puissent l'entendre. Et merci. Voilà. Et je voudrais juste réagir par rapport à un point, avant de laisser la parole d'abord à André et Rosie s'ils ont des questions, puis à nos auditeurs. Vous avez vous avez évoqué le fait qu'aux États-Unis, on voulait tuer l'homéopathie et la médecine naturelle. Oui. Et puis en même temps, vous nous avez dit que Trump et Melania Trump osent s'exprimer justement sur les dangers des vaccins, osent s'exprimer publiquement. Est-ce qu'il n'y a pas là une petite contradiction? Ou est-ce que Trump manque encore de pouvoir justement pour empêcher ça, empêcher de tuer l'homéopathie et la médecine naturelle? Alors, les informations que je vous ai données sur la volonté de supprimer toutes les médecines naturelles datent d'il y a 15 jours. Les informations que je vous ai données sur Trump datent d'il y a 4 jours. Et donc, je ne peux pas argumenter là-dessus. Pour l'instant, il faut qu'on attende que les choses se développent et se déclarent. D'accord. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être une relation de cause à effet entre les deux. En tous les cas, ce sont des faits. Ce sont des faits, je donne des faits. Maintenant, je pourrais compiler les faits dans 3 semaines, 1 mois, quand on aura plus d'informations sur le sujet. Et là, oui, je pourrais répondre à cette question. D'accord. Il y a une personne, Véronique Martin, qui vous demande de nous redonner le nom de la personne qui a reçu ce mail de menace là, sur lequel vous vous êtes étalé. C'est le docteur Suzanne Humphries, Humphrys. Elle travaille également avec Andrew Wakefield et avec l'association Vaxxed aux États-Unis. Très bien. Merci beaucoup. André, Rosie, est-ce que vous auriez une question avant qu'on laisse la parole à nos auditeurs? Oui, pour la France, je voudrais souligner quand même le courage des professeurs Joyeux et Montagnier qui sont traités de médecins vieillissants parce qu'ils sont contre les vaccins. Et à l'heure actuelle, il y a quand même 1700 professionnels de la santé qui suivent et qui mettent en garde la ministre de la Santé sur la dangerosité des vaccins. Donc, je pense qu'il faut le souligner qu'en France, il y a quand même des gens de haut niveau qui s'élèvent contre la vaccination. Oui, sauf que le professeur Joyeux, si je puis me permettre, a déclaré qu'il n'était pas contre la vaccination. Absolument. Merci de préciser ça, Philippe. Ça me semble important aussi. Contrairement à ce qu'on peut penser, le professeur Joyeux n'est pas contre la vaccination. Par contre, effectivement, il joue quand même un rôle de lanceur d'alerte sur les dangers et les effets secondaires de la vaccination. Absolument. Et peut-être également un petit mot sur les conflits d'intérêts en France entre élus, médecins et labos, et un aperçu, peut-être que vous nous parliez des clubs politiques qui sont sponsorisés par les labos, que vous nous parliez de ce passage-là des clubs politiques qui existent à l'Assemblée et au Sénat et qui sont sponsorisés par les labos. Vous en parlez, c'est dans mon livre Pandora, donc que vous avez lu, je vous remercie. Tout à fait. Où il y a toute une liste, effectivement, d'hommes politiques qui sont, enfin, quand j'ai écrit Pandora, bon, est-ce qu'ils sont encore en place? Il faut le vérifier, mais des élus qui sont, disons, très encourageants par rapport à toutes les lois qui sortiraient en faveur soit des vaccins ou des médicaments, tout simplement parce que les laboratoires offrent à leurs groupes politiques une quantité d'avantages en nature, comme des clubs avec les restaurants, les piscines, les demoiselles, enfin tout ce qu'on veut. Hein, mais c'est exactement ce qu'avait déclaré Philippe de Villiers lorsqu'il était
lorsqu'il a fait cette vidéo qu'on peut retrouver sur Internet, dans laquelle il déclare que quand il était ministre européen, eh bien, il avait tous les jours des lobbyistes qui passaient pour lui demander de quoi avait-il besoin, s'il avait besoin d'une voiture, il aurait eu besoin d'une femme ou d'un petit garçon ou d'un homme ou n'importe quoi. On lui aurait tout fourni, en échange de quoi il signait en faveur des laboratoires pour une loi à venir ou pour le glyphosate ou pour des OGM ou pour tout ça. Ça montre l'absolue corruption du monde politique et on peut le voir déjà rien qu'avec l'élection de notre président actuel. Également que vous nous reprécisiez sur Pandora, là vous parliez de la profession médicale qui ne vaccine pratiquement jamais sa famille, mais également qu'il existerait des vaccins pour les grands de ce monde, les politiques, les familles régnantes, etc., expurgés de mercure et d'aluminium. Donc, Absolument, je vous remercie de cette question. Donc ça, c'est une information que nous avions depuis très très longtemps, mais c'est une information qui circule. Or, cette information a été confirmée par hasard par Angela Merkel au début de l'hiver, qui s'est fait vacciner contre la grippe en déclarant que le vaccin avec lequel elle se faisait vacciner était un vaccin qui était destiné au commun des mortels et non pas à l'élite. Donc pour la première fois, un politique a avoué qu'il existait effectivement les vaccins réservés aux familles royales, à l'élite et aux très riches. Donc tout ça expurgé des pires cochonneries qui s'y trouvent. Voilà, ça veut dire qu'il y a le vaccin du pauvre, qui va handicaper, rendre autiste, rendre malade, enfin bref, maladie neurodégénérative. Et puis vous avez le vaccin du riche qui, lui, va pas avoir d'effets secondaires, notables en tous les cas. Et également, je voudrais, et après je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à tout le monde, le système de mise à jour des connaissances des médecins qui se fait pratiquement exclusivement par l'intermédiaire des labos, les congrès, les visiteurs médicaux qui apportent toutes les informations aux médecins, les articles dans les revues médicales qui sont sponsorisés par les labos. Donc en fait, le médecin généraliste, quand il est lâché, après, il n'a plus d'informations, il n'y a plus de remise à jour qui se fait. Donc, un petit peu que vous expliquiez, ça donne vraiment à penser le fait que les médecins ne sont pas entièrement responsables de ce discours, c'est ce discours qu'on leur tient tous les jours et qu'eux tiennent après à leurs patients, quoi. Et après, je vais m'arrêter. Alors, il y a une véritable propagande qui est mise en place par les laboratoires au niveau des études médicales. C'est-à-dire que dès le départ, dans les facs de médecine, on indique que la vaccination, les médicaments, tout cela, c'est très sécurisé, qu'on connaît très bien le métier, et ils grandissent avec ça. À partir du moment où ils sont contestataires, ils n'auront pas leur diplôme, ou alors ils deviennent des médecins ronins, comme on dirait au Japon, hein, et ils peuvent être sanctionnés très gravement par la sécurité sociale. D'autre part, il existe également des petits guides qui sont donnés aux médecins par la sécurité sociale, qui sont des guides de protocoles médicaux. C'est-à-dire que vous allez chez le médecin, vous allez dire tiens, j'ai mal à la tête, j'ai ci, j'ai ça. Dans son protocole médical, le médecin, il a marqué mal de tête, maux de tête, migraine, machin, et tout le protocole. Vous avez tel médicament, tel machin, tel. On n'a même plus besoin d'être médecin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est obligé de répéter ce qu'on lui a demandé de répéter. Il a été élevé à cela. Alors évidemment, quand aujourd'hui on a des jeunes médecins qui vous donnent un protocole par rapport à une pathologie, et vous lui dites mais ça me convient pas, le médecin, moi je l'ai vécu personnellement, le médecin il est perdu et il vous dit ah mais monsieur Gendroc, si on suit pas le protocole, on sait plus quoi faire. Donc c'est là qu'on se rend compte que le médecin d'il y a 50 ans qui lui réfléchissait à pourquoi on attrapait une maladie, comment la soigner, avec quoi, avec des produits naturels ou sans, ou même celui d'il y a 100 ans, hein, ça ne veut pas dire qu'ils étaient forcément mauvais, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, les laboratoires ont pris possession de l'éducation, et c'est les mêmes, et je parle de l'éducation médicale, mais je parle aussi de l'éducation de tous les jours. On vous dit manger par exemple 4 à 5 fruits par jour, mais c'est très gentil de nous dire de manger 4 à 5 fruits par jour. On mange des pommes, alors il n'y a que des pommes OGM, et c'est les fruits qui possèdent le plus de pesticides. On va manger des pommes de terre, c'est les pommes de terre qui sont les plus traitées. Donc,
on nous empoisonne quelque part. On nous dit, bah, allez, mangez, bouffez de la merde, bouffez des produits empoisonnés, il n'y a pas de souci. Donc, il y a toute une organisation qui tourne autour de la maladie, c'est-à-dire qu'on va pousser les gens à être malades pour entretenir cette maladie et entretenir un système. Si les médecins, regardez, on a des médecins, c'est très gentil d'avoir des médecins, mais c'est les médecins de famille. Donc on les connaît, on les voit tout le temps, on les fréquente. Mais si on était guéri, on ne les verrait pas. Moi, je vois un médecin tous les 3 ou tous les 4 ans et je lui dis au plaisir de ne jamais vous revoir. Et je ne le revois pas. Donc, à partir du moment où vous avez votre médecin qui vous soigne régulièrement, c'est qu'il n'est pas capable de vous guérir. Il n'est pas capable de vous soigner. Ou que ce qu'il vous donne entretient une pathologie. Voilà. Et concernant les vaccins, effectivement, les populations professionnelles qui ne vaccinent quasiment jamais leurs enfants sont les médecins et les pharmaciens. Donc, pourquoi ? Parce que c'est les premiers informés. Donc, ce qui est très étrange, c'est qu'ils ne vaccinent pas leurs enfants, mais ils vaccinent les enfants des autres. Et ils touchent 7 € par vaccin. C'est pratique. Alors, on a une première question de la part de Jonathan. Jonathan, vas-y, pose ta question. Alors, je sais pas, désolé, c'est pas exactement une question, c'est une remarque additionnelle par rapport à ce dont vous discutiez tout à l'heure sur les conflits d'intérêts. Notre gentille ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui, elle aussi, elle est tout à fait en corrélation avec ce que vous disiez tout à l'heure, elle est aussi impliquée dans des conflits d'intérêts sérieux. Elle a été rémunérée pratiquement 10 ans par différents instituts, différentes missions et activités, comme des organisations de congrès, interventions en conférences, des cours, etc. et tout. Et elle a eu aussi des activités dans l'Institut national de cancer. Et elle a aussi des conflits d'intérêts indirects par son mari, qui est, si je dis pas de bêtises, Yves Lévy. Bon, je ferai aucun commentaire sur le nom. Absolument. Aucun commentaire sur le nom de famille. Directeur de l'INSERM. Et ça, donc directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc il y a double conflit d'intérêts dans son cas de figure. Et c'est elle qui nous balance l'histoire des 11 vaccins. Enfin, elle, c'est le porte-voix de ce truc. Jonathan, vous avez raison de le signaler parce que je l'ai écrit également, mais c'est plus loin dans la conférence. Là, je me suis dit exactement la même chose que vous. Donc, peut-être en précisant davantage, mais vous avez tout à fait raison. C'est exactement le cas. Et il y a un terrible conflit d'intérêts entre la ministre de la Santé et le directeur de l'INSERM, qui est Claude Lévy, son mari. C'est pas logique, parce qu'il est président de la recherche. Donc, c'est vrai qu'elle a travaillé 14 ans dans les boards des laboratoires les plus importants et que c'est une chercheuse. Et c'est complètement contradictoire car elle est chercheuse, elle est scientifique et elle annonce à la tribune devant les sénateurs et devant également nos élus que les adjuvants dans les vaccins ne sont pas toxiques. Et quand elle parle d'adjuvants, elle parle de mercure et d'aluminium. Donc, je lui ai proposé dans une de mes vidéos de boire un verre d'aluminium ou de boire un verre de mercure, juste pour voir si elle continue à affirmer que ces deux neurotoxines connues, donc ces deux métaux lourds, ne sont pas dangereux. Voilà, c'était pour compléter, mais merci Jonathan pour votre question. Alors, il y a une question de Catherine, mais je ne sais pas si elle veut prendre la parole. Elle l'a posée sur le chat, qui pose la question sur les modes chirurgicales, donc comme l'amputation des amygdales, l'appendicite, etc. Est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus et vous auriez des choses à nous dire ? Alors, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je sais qu'il y a des modes et elle a tout à fait raison. Je me souviens qu'enfant, il y avait les modes de l'appendicite. Dans mon village, à chaque fois qu'un gamin avait mal au ventre, c'était appendicite. C'est vrai qu'il y a eu les amygdales aussi. C'est vrai que maintenant, c'est la rate. En ce moment, c'est la rate. C'est la rate qui se dilate. C'est très à la mode. Vous avez un accident ou quoi que ce soit, on vous a enlevé la rate. C'est pas grave, vous n'en avez pas besoin. Alors, je vous signale quand même que si nous sommes formés avec tous ces organes, c'est que chaque organe a une fonction, même l'appendicite. Même l'appendicite. Alors évidemment, ça peut s'infecter, mais il y a des techniques naturelles avec des lavements à la camomille qui peuvent éviter justement l'infection d'une part. Bon, c'est des techniques hein, et on peut diminuer avec d'autres produits naturels. Donc je ne veux pas non plus que ça soit mal interprété, attention. Il y a des médecins holistiques qui soignent comme ça et qui soignent très bien. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de main levée. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question, prendre la parole et éventuellement donner un témoignage à condition d'être suffisamment bref Marie-Pierre. et concis? Marie-Pierre. Marie-Pierre. Pascal Montoya. Ben moi, j'aimerais savoir ce que vous pensiez de la chimiothérapie. Ah. Eh ben, j'en passe pas du bien, voilà. Et j'ai donné toutes les réponses là-dedans, dans ce livre-là. J'ai fait des conférences dernièrement sur la chimiothérapie, les dernières découvertes américaines concernant la chimiothérapie, et qu'elle développerait les cellules cancéreuses à travers le corps, qu'elle les ferait exploser, et qu'elle créerait des métastases dans le corps entier, et qu'elle n'est pas efficace. Voilà. Voilà ma réponse par rapport à des faits scientifiques qui ont été publiés dernièrement. Ce n'est pas mon avis, personnel que je donne. Moi, je suis un chercheur, je vous donne des faits. Donc voilà. Et autre chose qui est très grave au niveau de la chimiothérapie, c'est qu'il faut comprendre comment fonctionne le cancer. Le cancer, vous avez une cellule mère. Et cette cellule mère, elle se reproduit à l'infini et c'est elle qui crée les tumeurs. Alors, c'est très bien de retirer une tumeur, mais si vous ne retirez pas la cellule mère, la tumeur se reproduit. Et c'est souvent le cas avec la chimiothérapie, c'est-à-dire que vous êtes guéri du cancer, du moins avec la chimiothérapie, c'est ce qu'on vous annonce. Et 3 ans après, 4 ans après, 10 ans après, vous avez une rechute. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé des morceaux de cellules mères qui se sont reproduites et qui ont recommencé. Et après, on se retrouve avec un cancer métastatique qui a été diffusé par la chimiothérapie dans tout le corps et on ne peut plus rien faire. Ça devient dramatique parce que le corps est tellement affaibli par la chimiothérapie au départ, après le traitement, que pour se reconstituer, il faut des années. Donc, c'est très difficile pour que le système immunitaire, après, tienne le coup. D'autre part, et ça concerne les vaccins, et vous avez eu raison de me poser cette question, il se trouve que 4 médecins aux États-Unis, à Miami, ont été assassinés pour avoir fait une découverte fondamentale il y a quelques années. Ils ont découvert que dans les vaccins était intégrée la nagalase, qui est une enzyme qui va bloquer le développement de la vitamine D3 et le développement des macrophages et des lymphocytes T et B. Donc à partir de là, cette nagalase va empêcher le corps de se défendre contre le cancer. Donc ça montre la complicité et l'horreur de cette maladie. On fait tout pour que les gens l'attrapent, on les vaccine avec des vaccins qui vont empêcher le corps et le système immunitaire de se défendre, et ensuite on va balancer de la chimio. Alors maintenant, ils ont développé d'autres types de chimiothérapie. Alors, je ne veux pas dire que toutes les chimiothérapies ne fonctionnent pas, puisque des gens qui ont des lymphomes parviennent à guérir après une chimiothérapie. Maintenant, le lymphome, ce n'est pas le cancer du poumon, ce n'est pas le cancer du foie, ni du pancréas, contre lequel on n'a rien, ou presque. Dans Pandora, j'ai donné une solution pour le pancréas. Voilà, pour le foie, j'en ai donné une autre. Donc, je remonte le livre, hein, s'il vous plaît, informez-vous. À Cuba, il y a 4 ans, des médecins ont créé un vaccin qui transforme le cancer du poumon en stade 4 en maladie chronique. C'est-à-dire que vous ne mourrez pas du cancer du poumon, mais vous gardez une maladie chronique, mais vous vivez. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux? J'en sais rien. Mais vous avez aussi d'autres solutions naturelles pour vous guérir du cancer. Mais ça devient de plus en plus difficile puisque maintenant, les laboratoires sont en train de créer des virus OGM qu'ils intègrent dans leurs vaccins. Et c'est le cas du dernier virus vivant intégré dans le virus de la polio, dans le vaccin contre la polio, qu'on fait à ces enfants syriens et qui développent la polio. Donc je rappelle à nouveau qu'on peut guérir la polio, le tétanos, la diphtérie avec de la vitamine C en forte dose et surtout en IV, donc en injection, et également le chlorure de magnésium qui peut même guérir la polio quand elle a déjà commencé à raidir un membre. Et ça, on le sait depuis 1915. Les laboratoires le savent, les instituts de santé le savent, Madame Buzine le sait, ils savent tous ça. Mais ils ne le publient pas. Je vous signale également que 1 kg de chlorure de magnésium ou de sel de Nigari, ça coûte 10 €. Et je peux vous assurer que vous ne vous enfilez pas 1 kg
de sel de Nigari ou de chlorure de magnésium quand vous avez le tétanos, la diphtérie, la polio ou je ne sais quelle autre maladie. Voilà. Et il vaut mieux acheter le Nigari d'ailleurs en magasin bio que d'acheter du chlorure de magnésium en pharmacie. C'est pas du tout la même qualité de produit. Non, c'est pas la même qualité de produit, mais c'est mieux que rien. Alors, Ribeiro, vous avez une question? Je vous donne la parole. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend bien. Voilà, d'abord, merci beaucoup, Monsieur Gendroc, pour cet exposé absolument intéressant, comme d'habitude, comme toutes vos vidéos d'ailleurs. Voilà, je m'appelle Serge, j'habite au Grand-Duché de Luxembourg. J'ai découvert totalement par hasard vos vidéos récemment, Monsieur Gendroc, sur YouTube, et j'avoue que à l'audition de la première vidéo, j'ai suivi mes écoutes sur toutes les autres, tellement les sujets abordés étaient à la fois pour moi nouveaux, passionnants, extrêmement instructifs et on ne peut plus intéressants. Simplement une remarque que je souhaitais faire ici, c'était mon constat par rapport à, pour beaucoup de gens, en tout cas dans mon entourage, peut-être suis-je mal entouré, probablement, je ne sais pas, mais du peu d'intérêt manifesté sur toutes ces questions. Parce que dès que l'on aborde un sujet ou l'autre, que ce soit la question vaccinale ou la question concernant les approches de traitement sur les cancers ou autres, dès qu'on est un petit peu dissident par rapport aux idées reçues générales, on est très très vite relégué dans le clan, entre guillemets, des complotistes ou des charlatans illuminés ou Dieu sait autre encore adjectif peu valorisant. En tout cas, tout ça montre le peu d'intérêt, selon moi, du grand public pour ces questions que l'on voudrait un petit peu effeuiller plus en profondeur pour ne pas accepter simplement ce qui nous est servi dans les médias traditionnels, ainsi que tous les messages donnés par nos médecins de famille, comme vous en parliez, qui dès que lorsqu'on sort du discours convenu, eh bien, on se fait traiter de fantaisiste ou dans le meilleur des cas, on reçoit une petite caresse, une petite tape sur l'épaule en nous disant « Allez, ça va aller, va faire un tour, va prendre l'air, ça va passer ». Donc, que peut-on faire pour concrètement attirer autour de soi un peu plus de curiosité sur toutes ces questions? Bien sûr, on peut en parler, ce que j'essaye d'ailleurs, mais rares sont les gens qui ont une écoute et un intérêt véritable sur ces questions. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup, Serge, pour cette réaction, parce que c'est plutôt une réaction que nous vivons tous, d'ailleurs. Pendant que vous parliez, j'avais une image, je pensais au nazisme. Vous savez, les enfants, et même au fascisme, hein, c'est la même chose. On a endoctriné tous les gens, tous ces enfants pendant cette période, et on ne pouvait pas aller à l'encontre de cette idée principale. C'est exactement la même chose dans la médecine. On a dit aux gens, restez chez vous, ne pensez pas, c'est nous qui allons vous soigner et c'est nous qui allons gérer vos maladies. Et les gens qui, à partir du XXe siècle, n'avaient pas forcément une grande éducation au départ, puisqu'on a toujours eu le respect de l'instituteur, le respect du médecin, le respect du facteur, on a toujours eu ça. Et à chaque fois, nos parents, bon pas chez moi parce que je suis une famille d'intellectuels, donc c'est toujours des questions, mais des gens, par exemple, de certains milieux disaient « Ah, tais-toi, il sait mieux que toi ». Et ça, c'est resté, le « tais-toi, il sait mieux que toi ». Sous prétexte que les gens ont des diplômes, sous prétexte que des gens sont des médecins, par exemple. Bien sûr qu'ils en savent plus que nous sur une grande majorité de sujets. Mais dans le terme de la vaccination, sur le sujet de la vaccination, 80% des médecins sont parfaitement ignorants du sujet. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir 4 heures de cours sur la vaccination. Ils ont 2 heures de cours sur la nutrition. Il ne faut pas me dire que les médecins s'y connaissent en nutrition. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve, j'ai des amis médecins. Heureusement, il y a quand même de bons médecins. Et quand j'avais parlé, il y a 15 ans, des études du docteur D'Adamo sur les groupes sanguins, ils avaient levé les yeux au ciel. Ah oui, comme si les groupes sanguins avaient une valeur. Eh bien oui, ils ont une valeur et ils ont un sens. Comme nous, on a des empreintes digitales différentes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, il faut prendre mes livres.
il faut prendre mes livres, il faut les lire, il faut les diffuser, il faut en parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont documentés, parce que je ne parle que de choses scientifiques qui sont publiées et qui sont validées. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une opinion personnelle. Bien sûr, il m'arrive après l'explication ou la traduction, de donner mon avis. Mais les faits sont là. Alors, plus on en parlera, plus les gens s'ouvriront à cela. C'est le système de la publicité. Plus on en parle, plus les gens sont tentés d'acheter les produits. Eh bien, nous, c'est pareil. Et puis, si ils disent qu'on est des complotistes, il faut leur poser la question. Mais qu'est-ce que c'est qu'un complotiste? Un complotiste, c'est quelqu'un qui complote. Est-ce que je complote si je veux sauver la vie des enfants? C'est ça le complotisme? Quelqu'un a comploté contre Henri IV. Avec Ravaillac, ils ont comploté, ils ont assassiné Henri IV. Nous, on n'assassine personne. Ils ont assassiné le duc de Guise, ils ont comploté contre le duc de Guise. Donc, il y a toutes ces histoires. Nous ne complotons pas, nous donnons des faits. Ces faits, il faut en prendre conscience. Or, le problème, c'est qu'on est face à l'ignorance. Moins les gens savent, plus on peut leur faire croire n'importe quoi, et plus ils y croient. Regardez ce qui s'est passé cet hiver maintenant. Maintenant, les pharmaciens peuvent vacciner en France les vieilles personnes contre la grippe. Alors, elles courent à la pharmacie pour se faire vacciner, alors que l'on sait que le vaccin contre la grippe est inefficace de toute façon, et encore plus sur des personnes âgées de plus de 65 ans. Donc, on est dans une propagande de santé qui est faite de mensonges. Et tous les médecins, j'ai donné la bibliographie que vous trouverez, qui n'est pas la mienne, qui est celle d'un médecin, mais que je connais pour les avoir lus presque tous. Donc, je l'ai reprise parce qu'elle était très bien faite et je l'ai donnée pour qu'elle soit à votre disposition. Et là, vous avez toutes les preuves scientifiques, mais scientifiques, de chercheurs, de savants, de biologistes qui vous parlent des vaccins, des médicaments et de tous ces produits qui ne sont pas bons pour la santé. Voilà. Alors, si maintenant les gens pensent qu'on est complotiste, eh bien qu'ils se fassent vacciner. Et puis après, quand ils auront des problèmes d'arthrose, ou quand ils auront des problèmes de maladies auto-immunes, quand ils auront un Parkinson, quand ils auront un Alzheimer, ils diront « Ah ben tiens, mais il a un Alzheimer, je ne comprends pas. » Eh bien là, ils viendront vous voir en vous disant « Eh bien, vous avez raison. » Voilà. On a une question sur les dons d'organes. Qu'est-ce que vous pensez, Philippe, des dons d'organes? Alors ça, je trouve que c'est l'horreur absolue et c'est dans Pandora également. Ou dans le deuxième, je ne me souviens plus, hein, donc je le montre aussi, c'est peut-être dans celui-là, mais j'en parle beaucoup, effectivement. Je trouve que c'est une aberration et je me demande à qui ça sert, parce qu'un don d'organes, quelque part, ça ne marche jamais. Ça n'a marché qu'une seule fois, avec une transplantation du foie en Australie, où la femme transplantée a eu son groupe sanguin modifié par la transplantation du foie. Et elle n'a aucun problème. Elle vit parfaitement. Ça a été 100% compatible, sans médicaments anti-rejet, sans rien. Son groupe sanguin a changé. C'est son ADN qui a changé. C'est extraordinaire. Autrement, ça ne marche pas. Vous avez des médicaments anti-rejet constamment. Vous êtes traité. Vous êtes obligé de vous présenter à l'hôpital régulièrement. Vous pouvez développer des maladies graves suite aux médicaments. Vous pouvez développer après une greffe du foie, par exemple, un cancer du rein à cause des médicaments que vous prenez, parce que c'est les effets secondaires. Donc, ça marche jamais vraiment. Et je ne vois pas pourquoi on prendrait l'organe de quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas cette attitude. Ça fait partie de la vie. Je sais que c'est horrible. Mais je ne crois pas en cette technique et cette technologie. Je pense que cette volonté de trafic d'organes, et je parle bien de trafic, concerne d'autres personnes que nous. Voilà. Et je vous signale qu'en Syrie, on a les membres de Daesh faisaient du trafic d'organes. Hein, et que même le French Doctor a été soupçonné pendant les guerres d'Europe centrale d'être mêlé à ce type d'affaires également. Donc, à qui servent ces organes? Je vous pose la question et, comme d'habitude, il faut trouver la réponse dans à qui profite le crime. Voilà. C'est mon avis. Mais je le partage, hein, chacun son avis. Hein. Alain, vous avez une question? Vous avez la parole.
Ça y est, j'ai activé votre… Ah, allez-y. Ouais, c'est ce qu'on appelle la synchronicité. Voilà, bonsoir à tous. Philippe, j'avais une petite question concernant donc les vaccins, bien sûr. Tu as parlé tantôt des vaccins de l'élite qui seraient dépourvus d'adjuvants comme l'aluminium et le mercure. Et il paraîtrait, ça c'est une info que j'ai déjà depuis pas mal de temps, que les vaccins pour les animaux seraient également dépourvus de ces adjuvants. Qu'est-ce que tu en sais sur le sujet? Est-ce que c'est Alain Bastin? Oui. Bonjour mon ami. Salut. Alors pour les animaux, effectivement, certains vaccins sont dénués d'aluminium et de mercure, mais ce n'est pas suffisant parce qu'actuellement aux États-Unis, un vétérinaire s'insurge contre la vaccination animale et sur cette dictature de la vaccination, c'est-à-dire qu'il déclare qu'il en a marre de vacciner les animaux pour les tuer parce que les vaccinations diminuent la vie des chiens et chats et de nos animaux de compagnie, ça les handicape et ça crée des cancers. Par exemple, vous avez des animaux, des chiens qui systématiquement, là où ils sont vaccinés, vont créer un cancer. Bon, c'est le cas d'un de mes chiens, hein, d'ailleurs. Il a été vacciné dans la cuisse et il a une grosse boule de graisse, pour l'instant. Ça grossit, c'est comme ça. Mais ça va se terminer inévitablement. Donc, il faut les soigner. Pour les soigner, prenez de la vitamine C, de l'acide L-ascorbique, ça les aidera prodigieusement à essayer de faire fondre ces corps gras et éviter qu'ils se transforment en tumeurs. Mais effectivement, les vaccins contre les animaux sont peut-être un peu moins toxiques, mais le sont tout de même. Et en ce moment, aux États-Unis, il y a un grand débat sur le sujet. Et j'allais traduire justement un article de Natural News sur le sujet qui parle des vaccins des chiens et des chats. Mais c'est une très bonne question. Merci. Ben justement, je vais compléter avec mon petit cas personnel, mon petit Chopin qui est parti il y a 2 ans. Ça faisait 11 ans que je l'avais. Et durant ces 11 ans, j'ai, comme par hasard, oublié de faire ces rappels de vaccins chaque année. Et il est parti à 18 ans. Voilà. La réponse est là. La réponse est là, c'est la même pour les humains. Merci Alain. Voilà. Une personne nous pose la question, suite à un deuxième cancer au sein avec ablation, j'ai évité une nouvelle chimio, mais je dois prendre du létrozole pendant 5 ans. Est-ce que vous connaissez ce traitement et qu'en pensez-vous? Je ne peux pas répondre à cette question. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas médecin. Pas de souci. Pas de souci. Jonathan, tu souhaitais prendre la parole? Oui. En regardant pays par pays, est-ce que la dangerosité des vaccins est homogène ou est-ce qu'il y a des pays qui ont une politique beaucoup plus saine, enfin, entre guillemets, sans que ce ne soit pas un oxymore, saine par rapport aux vaccins? Alors absolument, les pays nordiques ont déclaré que ça faisait partie des droits humains et qu'on n'avait pas le droit d'imposer la moindre vaccination aux enfants. Donc, il y a des pays d'Europe qui ne vaccinent où la vaccination n'est pas obligatoire, comme l'Allemagne. J'ai fait toute une liste dans mon bouquin sur les vaccins, tout est là. Ce qui se passe en France est absolument exceptionnel. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On n'avait pas d'obligation vaccinale. Paf, Macron est élu et il y a une obligation vaccinale. Alors après, ils vous disent, oui, mais c'était des vaccins conseillés, nanani, nanana. Mais entre conseillés et obligatoires, c'est pas du tout les mêmes effets. Parce qu'on peut décider de ne pas vacciner. Alors que là, on n'a pas le choix, sinon c'est prison et amende, ce qui est absolument scandaleux. Donc oui, il existe des pays en Europe et dans le monde qui ne vaccinent pas, comme au Japon, il y a des vaccins, mais beaucoup ont été retirés. D'ailleurs, le gardasil a été interdit au Japon, il a été interdit en Autriche. Et pourquoi il a été interdit? Mais tout simplement parce qu'il y a eu des accidents vaccinaux extrêmement graves. Et ces accidents vaccinaux, il y en a partout dans le monde. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a partout avec ce vaccin, c'est Gardasil ou Cervarix. Et d'ailleurs, le professeur Joyeux a fortement conseillé à ce qu'il ne soit pas fait aux enfants, parce que maintenant, on veut le faire aux jeunes garçons. Et j'ai publié dernièrement sur ma page Facebook, justement, la mort d'un adolescent qui avait été vacciné pour ou contre le Gardasil. Donc c'est contre le cancer du col de l'utérus, on se demande pourquoi on le fait pour les garçons, et surtout contre le papillomavirus.
Et donc, le papillomavirus, franchement, l'attraper dans un pays comme l'Amérique, c'est quasiment impossible. Bon, peut-être en Europe, on peut l'attraper à cause des flux migratoires et que ça peut arriver justement par une contamination. Donc, c'est pour ça qu'il faut vérifier et il faut apporter et accorder un soutien médical à cette migration. C'est indispensable. Donc, ça, c'est une précaution inévitable. Alors, oui, effectivement, il y a des pays qui protègent leurs citoyens, alors que la France ne protège plus aujourd'hui cette génération qui va terriblement souffrir de la vaccination. Alors, je voudrais apporter un petit complément par rapport à ça, parce que effectivement, si c'est très hétérogène dans les pays d'Europe en termes d'obligations vaccinales, il faut reconnaître quand même qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels la couverture vaccinale est très élevée, et ceci sans obligation vaccinale. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait qu'il n'y a pas de volonté des gouvernements de mettre en place une obligation, puisque simplement par la publicité, par le biais des médecins, de la propagande, on va dire ça comme ça, il y a une couverture vaccinale qui est très élevée. Mais je vous signale qu'en France, la couverture vaccinale est parfaite. Agnès Buzyn ment ouvertement en prétendant que la couverture vaccinale baisse en France, alors que c'est faux, elle augmente. Elle ment, elle passe son temps à mentir, cette dame. Je suis désolé de dire ça, mais elle est comme son patron, elle est dans la mythomanie totale. Tout à fait. Jonathan, j'ai oublié de te baisser la main, ou tu as une autre question? Non, j'ai une autre question, mais qui n'a rien à voir. Que pensez-vous de la médecine chinoise et de l'Est, plus généralement? Mais je pense le plus grand bien de toutes les médecines. Il faut savoir que l'homme est présent sur la Terre depuis des millions d'années et qu'il s'est soigné. Si on regarde la médecine occidentale, déjà avec Ambroise Paré en France, qui est vraiment l'un des pères de la chirurgie, mais en Suisse, on avait Paracels, qui soignait de façon absolument admirable, en tenant compte, comme les Chinois, du biotope, des étoiles, de l'univers, de la Lune. Donc la médecine chinoise, elle est remarquable, mais elle n'est pas forcément complète, puisque il faut savoir quand même que la médecine allopathique a apporté avec elle une connaissance de la médecine d'urgence qui est absolument remarquable. Et aucune, au niveau de la médecine d'urgence, attention, hein, je précise, et aucune médecine n'égale la médecine allopathique en ce qui concerne la médecine d'urgence. Pour la médecine de fond, toutes ces médecines ayurvédiques, chinoises ou n'importe lesquelles hein, sont excellentes. Elles sont indiscutables là-dessus. Et les médecins le savent très bien. Mais comment voulez-vous qu'un médecin qui soigne avec les produits de Big Pharma puisse aller vers la médecine chinoise ou ayurvédique? Ou alors il sait très bien que sa médecine n'est pas bonne et qu'il faut s'orienter vers d'autres connaissances, et de plus en plus on s'en approche avec justement, c'est ce que je disais, l'expansion de la connaissance, l'accès aux livres et à Internet également. Donc c'est pour ça qu'Umberto Eco, il avait raison et tort à la fois. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci. On peut prendre encore une ou deux questions si vous en avez. Il nous reste 5 minutes à peu près. Ou alors vous êtes déjà entièrement convaincu et vous connaissez très bien les vidéos de Philippe. Vous êtes déjà abonné sans doute et il y a plus, tout ça n'a plus vraiment de secret pour vous. On apprend tous les jours. Hein. Moi, j'ai beaucoup appris en tout cas ce soir. Voilà, bon, je ne sais pas. A priori, il n'y a plus de… Alors, il y a peut-être des questions dans le chat. Non, c'est plus des remarques que des questions. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, peut-être en pré-conclusion de cette rencontre, c'est que alors, les livres dont nous a parlé Philippe donc, sont disponibles sur Amazon. Vous pouvez les trouver très facilement sur Amazon. Je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à sa chaîne YouTube. Et puis, surtout, mettez-lui des pouces bleus. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de guerre de l'information. Non, vous ne voulez pas? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai désactivé. Ah, vous avez désactivé? Ah oui, comme ça, je n'ai pas de problème. Je ne m'ennuie pas avec les pouces plus, les pouces moins. Comme ça, c'est réglé. C'est réglé parce que c'est les robots des hackers
qui sont payés par les laboratoires d'ailleurs ou par le gouvernement et qui lancent leurs robots pour mettre des pouces plus ou des pouces moins. Ça veut strictement rien dire, mais évidemment, comme le disait notre ami Ribeiro tout à l'heure, si on leur dit ça, ils vont dire oui, on est des complotistes. Ben non, on n'est pas des complotistes, on sait simplement comment fonctionne le système. Voilà, on n'est pas naïf, tout simplement. Vous avez bien fait. Pascal Montoya, vous avez une question, allez-y. Activez votre micro pour qu'on vous entende. Sinon, je peux vous l'activer, mais il y a un risque que ça… Ça l'arsène. J'ai activé votre micro, Pascal, vous pouvez parler. Allô, allô. Allô, allô. Non, Pascal, on ne vous entend pas. Alors, on va passer à Ribeiro. Ribeiro, allez-y. Merci. Justement, pour en revenir à vos diverses interventions sur YouTube, vos vidéos, Monsieur Gendroc, j'ai parfois eu un petit regret que vous ayez déconnecté les possibilités de commentaires en dessous de celles-ci. J'imagine que c'est pour ne pas perdre du temps ni devoir se recevoir dans la figure probablement les nombreux commentaires négatifs ou injurieux et autres trolls qui existent partout sur YouTube. Cependant, j'ai déjà eu un peu le regret de ne pas avoir cette possibilité de communication en dessous de vos vidéos pour faire certaines remarques, questions et autres. Je me demande si quand même ça ne vaudrait pas la peine de tenter de réactiver ce côté-là par rapport à vos vidéos. Merci. Alors, je vais vous répondre, Serge. Je l'ai fait au début. Et effectivement, les noms d'oiseaux, les insultes, les commentaires désagréables, les pervers narcissiques, polymorphes et je ne sais quoi, j'ai coupé. J'ai pas de temps à perdre avec tout ça, mais vous pouvez me contacter sur Facebook sans aucune difficulté. Il y a des gens qui me contactent, qui m'écrivent. Quand je peux, je réponds. Vous imaginez bien que pour faire tout ce travail, il faut beaucoup de temps. Je n'ai pas toujours le temps de répondre. Je reçois des courriers réguliers et quand ils sont bien intentionnés, j'y réponds le plus souvent d'ailleurs. Chacun peut en témoigner. Pascal Montoya, par exemple, est une personne qui m'a contacté par Facebook et avec qui j'entretiens une correspondance parfois, qui m'écrit, qui me pose des questions, je réponds, elle m'écoute, elle respecte ce travail que je fais. Donc voilà. Donc, si vous voulez entretenir une discussion, me poser des questions, vous passez par Facebook, il n'y a pas de souci. Oui, mais merci beaucoup. Moi, je suis d'ailleurs affilié à votre page Facebook également. Cependant, malgré tout, je persiste à penser que les remarques visibles de tous en dessous de vos vidéos pourraient permettre un échange plus ouvert et large parmi tous les gens qui vous suivent et qui le font de manière constructive et positive, bien entendu. Mais je conçois, je comprends parfaitement que toute cette faune négative donne envie de fuir. Mais voilà, je trouve un peu dommage. C'est pas une cette agora qui serait, à mon avis, quand même très positive et constructive. Voilà. Maintenant, oui, c'est un choix qui est le vôtre, hein, bien sûr. Oui. Vous ne vous rendez pas compte du travail que ça représente. Non, sans doute pas. C'est un travail considérable. Je me lève à 5 heures du matin. Je commence déjà à répondre aux gens. Ensuite, je fais mon travail. Je travaille jusqu'au soir. Là, je suis encore là, vous voyez. Je serai là encore jusqu'à minuit, 1 heure. Donc, je dors 4 heures par nuit. Faire ce que vous me demandez, c'est 24 heures sur 24. Et je ne peux pas le faire. Je suis désolé, j'ai moi aussi une famille. C'est compréhensible par ailleurs, hein, tel que vous l'expliquez. Merci. C'est tout. C'est pas possible. Merci. Ouais, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Philippe. À partir du moment où on commence à être un peu exposé, c'est très difficile de répondre à toutes les sollicitations. Et voilà, donc c'est effectivement, ouais, tout à fait. Je suis en phase avec vous. Alors j'ai une bonne nouvelle. Vous avez une invitation de Vanessa Kessoni. Si vous passez dans le Lot, vous êtes invité chaleureusement à venir dans la famille Kessoni.
Je ne connais pas cette personne, je suis désolé. Voilà. Bon, je vous propose de conclure cette réunion. On est arrivé au terme des 2 heures. Est-ce que vous souhaiteriez donner un mot de la fin? Bien sûr, je peux donner un mot de la fin. Je peux remercier déjà toutes les personnes qui ont eu la gentillesse et l'attention de venir à cette conférence pour la suivre et pour entendre des choses qui sont pas forcément drôles ou agréables, parce que à partir du moment où on fait ce travail de chercheur de vérité, eh bien, la vérité n'est jamais bonne à dire, c'est bien connu. Donc, c'est pas toujours facile à entendre non plus. Et donc, je remercie toutes les personnes qui me suivent et certaines qui me soutiennent dans cette recherche, parce que c'est pas évident. Donc, si vous voulez me soutenir davantage, achetez mes livres, je vous le demande. Je demande rien d'autre, hein, je fais pas de cagnotte, hein, donc c'est ce qui me permet de continuer à travailler comme un fou d'ailleurs. Et moi, je vous offre de mon côté des informations, des vidéos qui sont toujours vérifiées et vérifiables pour vous aider à vous soigner et à éviter de tomber dans le piège de ces malfaisants qui nous sont tendus au quotidien. Donc, le mot de la fin, c'est prenez soin de vous, de vos enfants, engagez-vous, battez-vous, mais vraiment jusqu'au sang pour protéger votre chair, qui sont vos enfants, parce qu'ils sont menacés. Il y a toute une génération d'enfants qui sont menacés, et je m'adresse à toutes les classes sociales, hein, que ce soit des gens dans les banlieues, que ce soit des bourgeois, des petits bourgeois, ou je ne sais qui. Tous les enfants sont menacés parce que ça concerne tout le monde. Évidemment, il y aura toujours des passe-droits, parce qu'en France, c'est toujours la combine, c'est les pays latins, c'est un petit peu comme ça. Mais remarquez, aux États-Unis, c'est la même chose. Les stars américaines ne font pas vacciner leurs enfants et payent les médecins pour qu'ils disent les avoir vaccinés sans les avoir vaccinés. Donc, ils les protègent, ils ont compris, ils sont au courant. Donc, soyez au courant, protégez vos enfants, battez-vous, soutenez-nous, soutenez-moi, puisque je me bats pour vous. Donc, ça, c'est important. Ne laissez pas les malveillants prendre la parole contre nous. Dites-leur de se taire, faites-les taire, parce que nous, on n'a pas le temps à perdre avec ça. Mais si vous croyez en nos recherches, aidez-nous à continuer et à défendre la vérité pour qu'elle sorte et qu'elle soit diffusée le plus possible. Voilà, le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe. Alors cette vidéo donc sera postée sur sur le site Exoportail là, de Jonathan qui est intervenu plusieurs fois, également sur le site Révolution Vibratoire. On fera circuler de toute façon la vidéo sur les réseaux sociaux et avec toute la bibliographie que vous nous avez donnée là qui est très pertinente pour toutes les personnes justement qui souhaitent approfondir ces différents sujets. Donc un grand merci à vous. Et surtout pour les complotistes qui nous accusent justement de complotistes, parce qu'avec cette bibliographie, ils peuvent ravaler toutes leurs insultes et tous leurs mensonges, parce que c'est une bibliographie faite par des médecins, des chercheurs, des biologistes, c'est très scientifique et toutes les preuves sont là. Voilà, absolument. Merci encore. Et voilà, et merci à nos auditeurs. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Salut à tous. Merci.